Nous, on est là à les regarder, mais vous, est-ce que vous les regardez parfois, Alexis? Pas plus que ça, ou alors en passant. Ah ouais. C'est d'ailleurs justement, je pense, la raison de pourquoi on les a installés dans ce genre d'endroit et pas spécialement à la maison. Ouais. Est-ce que si vous les perdiez, ça vous ferait du mal? Oui, ça oui, par contre, Ah ouais. à l'inverse, ouais. Ça, L'objet, il est quand même important. Oui, l'objet est quand même important. Il symbolise quand même beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Ouais. Par contre, je suis pas spécialement mégalo au point de me dire je vais les mettre chez moi, je vais les regarder au quotidien. À l'inverse, c'était plutôt en faire profiter les gens. Et comment arriver à en faire profiter le plus de monde tout en restant décoratif mais aussi plaisant. Bonsoir Alexis. Thibaut, merci de nous accueillir à Courchevel. Avec grand plaisir. Bon alors là, on est dans l'un des hôtels de votre famille avec des médailles. Là, c'est les médailles mondiales. Ça, c'est toutes les médailles mondiales, ouais. Ouais, de les petits flocons. Exactement. Comme la première étoile, c'est un peu ça. Ça le ressemble un peu. Hein. Je pense qu'il y a eu une idée. Ah la ouais, FIS, Fédération internationale de ski, je pense qu'elle voulait quand même quelque chose qui connotait un peu les sports d'hiver. On peut s'approcher pour les bien regarder. Bien sûr. Et alors, il y en a en or, en argent, en bronze. Ouais, il y en a exactement. Ouais. Or, argent, bronze. C'est laquelle la plus importante? Je pense que c'est certainement l'or de Courchevel, qui est justement là-bas à droite. Ouais, c'est celle-ci. Et c'était justement ici, chez moi, un endroit toujours un peu particulier. Quand on arrive à briller à la maison, c'est forcément quelque chose de particulier. Et il y a d'ailleurs le dossard juste à côté. Et là, quand vous avez ces médailles, est-ce que vous vous rappelez des courses? Les courses, il peut y avoir surtout les émotions, le public dans l'air d'arrivée. Après, quand on skie, pas spécialement, parce qu'on est dans une forme de flow, où on est dans un état un peu second, donc on peut avoir des brides de souvenirs, mais c'est jamais très distinct. Oui, puis tout va vite. Et tout va très très vite. Vous ne sauriez pas dire, tiens, là c'est de l'argent parce qu'à cet endroit, je me souviens que j'ai raté. Non. Il peut y avoir quelque chose de particulier qui va nous faire souvenir d'avoir perdu du temps et donc éventuellement une médaille ou une médaille d'or. Mais c'est pas forcément toujours le vrai. Bon, on se remonte, on s'installe juste là. Bien sûr. Je vous présente Julien, qui est notre caméraman, qui là, j'ai bien vu chercher à trouver la bonne position. Et oui, donc c'est celui-là, ce dossard. Dossard de champion du monde. Exactement. Ouais. Quand on est champion du monde, on a un dossard qui est attribué aux champions. Et donc là, cet hôtel, il est dans votre station d'enfance. À Courchevel, exactement. Ouais. C'est là où j'ai grandi, là où j'ai appris à skier. Je pense finalement toute l'histoire, ou une grande partie de l'histoire, que ce soit familiale, mais aussi de la mienne. Je me demandais s'il y avait certaines courses où vous vous souveniez de sensations. Est-ce que certaines vous avez tout oublié? Vous ne savez plus parce qu'il y en a tellement eu. On va forcément plus se souvenir des victoires. Ouais. Mais très honnêtement, oui, quand on a X podiums, X victoires, X médailles, je pense que les médailles, on s'en souvient toutes. On a toutes des souvenirs assez clairs des différentes médailles. Par contre, les victoires, pas toutes. Ouais. Et les podiums, probablement encore moins. Donc forcément, quand les courses... C'est-à-dire que vous ne pourriez pas dire, tiens, en 2016, j'ai été 3e, vous ne sauriez pas toutes les citer, quoi. Je pourrais dire à peu près combien de fois j'ai gagné, à peu près à tous les endroits. Ouais. Mais... et aux endroits où vous n'avez pas gagné, ça vous devez encore plus le savoir, non? Ouais, ça, en tout cas, on sait les endroits où on a peut-être plus de mal à performer. Ouais, ok. Bon, magnifique cet endroit. Et je vois que là-bas, il y a des dossards rouges, c'est ça? Ça, c'est quand on est leader du classement de la Coupe du Monde. De la discipline. Ah, de la discipline. De la discipline. Donc là, il y a Wengen, il y a Beaver Creek. En fait, ça, c'est quand j'étais leader à un moment donné du classement de la discipline. Et du coup, le maillot distinctif, c'est le maillot rouge. Alors justement, peut-être qu'on peut expliquer ce que sont les différentes disciplines. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas le ski, ça peut... Ouais, le ski alpin. Mais vous, quelles sont vos spécialités et quelles sont les différentes disciplines? Alors, les différentes disciplines, au total, il y en a 4 et il y en avait une 5e pendant de nombreuses années qui était un mix de 2. Ouais. On va partir de celle qui a le plus de virages avec le moins d'espace entre les portes. Ouais. C'est le slalom. Ok, combien vous avez gagné? De slalom, j'en ai gagné 3. 3 en Coupe du Monde. Exactement. Ok.
Donc une discipline où vous étiez pas mal. Vous êtes pas mal. Où j'étais pas mal, mais pas forcément celle où j'étais le plus constant aux avant-postes. Enfin, j'étais régulier dans le top 10, mais j'étais pas forcément tout le temps sur le podium ou aux avant-postes, donc sur la victoire. Ok, alors après on passe au géant. Donc là, des virages un peu plus espacés, mais quand même beaucoup de carving à faire, c'est-à-dire un espace entre les portes qui est aussi aux alentours des 26-27 mètres. On dit que c'est la discipline de base. C'est celle qui, naturellement, en fait, quand on va aller skier, quand on va aller s'amuser, que ce soit avec des amis, en famille, c'est un peu le virage qu'on va faire. C'est à peu près cette taille-là de virage. Exactement, c'est à peu près ça. Combien de victoires ? Ça, c'est ma discipline la plus forte, celle où j'ai gagné relativement, enfin le plus souvent d'ailleurs. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, j'en ai 24 de victoires en géant. Et donc aujourd'hui, c'est la discipline que vous faites. C'est ça. C'est ça. Ok. Toute la saison, vous faites du géant. Exactement. Ok. Après, on passe au super G. Donc là, c'est plus d'espace. On passe à 45-50 mètres entre les portes. Beaucoup plus vite aussi. Donc on dépasse régulièrement les 100 km/h. Donc là, ça devient une discipline de vitesse. Oui, exactement. Donc on dit les disciplines techniques, géant slalom, et les disciplines de vitesse, super G et descente, où c'est des disciplines où on dépasse régulièrement les 100 km/h avec des vitesses moyennes qui sont entre 90, 100, voire au-delà. Et la dernière, c'est la descente, où là, il n'y a presque plus de virages. On suit la piste, on dépasse les 130, 140, 150. Il faut savoir que la pointe de vitesse en descente, elle est enregistrée par un Français, 162 km/h. Juste en combinaison, quoi. En combinaison, très peu de protection, et puis à devoir faire quand même un minimum de virages au milieu de ça. Vous avez une victoire en Super G ? Une victoire en Super G, et après il y a la dernière discipline, celle que je disais, un mix qu'on a eu pendant plusieurs années, qui était le combiné, donc qui associait la descente avec le slalom. Donc les deux extrêmes finalement. Et où dans celle-là, j'ai eu aussi un bon nombre de victoires. Parce que vous êtes très polyvalent. Alors question, vous n'avez donc jamais gagné en descente, pourquoi ? Le poids, le gabarit, je suis un athlète qui est finalement dans la moyenne, c'est-à-dire 1m80, 83 kg. Il faut savoir qu'un descendeur, il va dépasser les 1m90 facilement, régulièrement, et puis surtout les 95 kg de moyenne. Et puis est-ce qu'on peut tout faire ? Il y a rarement eu des champions qui ont été capables de gagner dans toutes les disciplines. Il y en a eu, mais ça a été les périodes comme Kili, il y a très longtemps. Donc c'est-à-dire, et déjà il n'y avait que 3 disciplines à cette époque-là. Mais eux, ils étaient capables d'à peu près tout faire parce qu'il y avait moins de monde, moins de courses, moins de professionnalisme aussi, ce qui est normal. On parle d'une époque qui était il y a très longtemps. Et en fait, au fur et à mesure que les choses ont évolué, tout le monde est allé chercher de la performance, tout le monde s'est spécialisé. Les athlètes, ils n'arrivaient pas à être performants dans deux disciplines, mais ils y arrivaient dans une. Donc ils faisaient le choix d'accentuer ses chances dans une. Et en fait, au fur et à mesure, ça a tiré le niveau et ça a aussi contraint beaucoup d'athlètes à devoir renoncer à faire plusieurs disciplines par nécessité de performance. Et donc aujourd'hui, et on va parler de ça toute la soirée, vous êtes ultra spécialisé du géant. Maintenant, avec des blessures, avec le temps, oui, aujourd'hui, je fais plus que du géant. Bon, on part en Courchevel ? Allons-y. Il va falloir que vous me racontiez votre village. J'espère bien. En tout cas, il est très beau. Oui. D'ailleurs, il est très beau et très chic. Très chic aussi, bien sûr. Ça, c'est venu avec le temps. Oui, je me posais la question, il y a une cohabitation entre les habitants de Courchevel du Cru et les gens qui ont de l'argent, qui viennent ici juste l'hiver. Comment ça se passe ? Ça se passe bien parce que ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Ça s'est quand même fait au travers des années, avec le temps. Et puis après, faut aussi pas se leurrer, c'est ce qui fait gagner la vie aux locaux. Et le tourisme, c'est quand même aussi l'aspect, on va dire, extrêmement important de la montagne. Donc on a besoin de ces gens et finalement qu'aujourd'hui ça ait pris une telle notoriété, ça a été un peu un coup de chance. Certes, l'espace, le lieu a attiré ces gens fortunés, mais c'est le charme du lieu. C'est comme. Et est-ce que les gens du coin disent ils nous emmerdent, c'est riche, ou non, en fait, finalement, ils savent que c'est un environnement qui est comme celui-là. Comment ça se passe ici ? En fait, je pense qu'il y a un peu différentes choses. C'est-à-dire que les locaux, eux, ils vont forcément être contents parce que c'est ce qui
qui a tiré Courchevel, c'est ce qui a permis aussi la réputation, c'est ce qui permet que tout le monde ait du travail, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, il y a certaines stations qui aujourd'hui travaillent moins parce qu'il y a un manque de tourisme, il y a la concurrence qui a accru aussi avec l'international, hein. Il n'y a pas que la France est un pays qui est très fort en sport d'hiver, mais il y a aussi l'international. Oui, il y a de plus en plus de pays de l'Est qui montent même leurs stations. Exactement, déjà des pays de l'Est, mais aussi par exemple la concurrence avec la Suisse, avec l'Autriche, avec l'Italie, qui forcément le standard il augmente, donc du coup la nécessité de proposer des offres qui sont variées et qui donnent envie, il faut toujours investir. Et ça, sans l'activité touristique, donc sans aussi ces gens qui ont des moyens qui viennent, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué en fonction de l'endroit. À quoi elle ressemble l'enfance d'un petit gamin en montagne, ici? Est-ce qu'il y a tout de suite le ski? Et ouais, ça je pense qu'il y a pour tout le monde en plus. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait l'hiver? L'hiver, si on n'a pas de ski, on s'ennuie, on se tourne les pouces, on ne sait pas quoi faire, il n'y a pas d'activité, on va pas pouvoir jouer au foot, on ne va pas pouvoir jouer au tennis. Donc on a besoin du ski et le club, le ski alpin forcément prédomine parce qu'on a du ski alpin dans toutes les stations, alors qu'on n'a pas forcément du ski de fond, du biathlon dans toutes les stations. Donc c'est pour ça que... C'est facile en plus, on va pas se mentir. Exact. C'est plus facile, c'est plus fun aussi, il faut quand même le dire, c'est plus fun. C'est vrai. À Courchevel, on avait la chance de faire ski de fond, biathlon. Vous auriez pu, parce que. Alors là, non, biathlon, non, pas à l'époque, pardon. Mais là, on peut pas le voir. Mais parce qu'on est au Prat, c'est ça, on est en bas de Courchevel. Exactement. Là, on est au Prat. Ici, il y a les tremplins olympiques. Est-ce qu'on peut les distinguer ou même pas? Là, c'est plus tu vois. Parfois, ils sont éclairés, là, ils ne le sont pas. Et en fait, il y a les tremplins olympiques qui sont ici au Prat. Et donc, quand on était petit, on avait l'opportunité de faire du ski de fond, du saut à ski et du ski alpin. Est-ce que vous auriez pu faire une de ces autres disciplines? Si ça m'avait... Vous êtes très vite, même du freestyle ou des choses. Oui, freestyle aussi, mais si ça m'avait plu et que j'avais voulu aller dans cette voie-là, oui. Mais en gros, après, au bout de X années, c'est-à-dire au bout de 3 ou 4 années de club, ils nous demandent qu'est-ce qu'on veut faire. Et moi, la réponse, ça a été tout de suite, premier choix, ski alpin. Le ski de fond, on souffre trop. Le saut à ski, c'est bien, mais c'est trop éphémère. En fait, c'est extrêmement plaisant parce que la sensation de voler, elle est extraordinaire. Mais sauf que ça dure... entre 5 à 10 secondes, ça va dépendre des tremplins. Et pour une période de pause qui est extrêmement longue, parce qu'il faut remonter au sommet du tremplin. Donc on fait entre 5 à 10 secondes pour 20 minutes plus ou moins d'efforts à remonter le long du tremplin. Vous avez vite compris que c'est plus sympa de faire du ski. En tout cas, il s'amusait beaucoup plus là-dedans. Et alors, est-ce qu'il y a un attachement à la nature, à la montagne, au terroir, quoi? Oui, ça, pour ma part, en tout cas, oui. Moi, je suis très attaché à ma station, très attaché à Courchevel, que ce soit été comme hiver. J'adore venir ici pendant l'hiver. Et pendant l'été aussi. Alors, l'hiver, malheureusement, j'y suis moins. Et l'hiver, ça semble naturel de vouloir venir à Courchevel. Mais l'été, c'est aussi différent. C'est très charmant, c'est extrêmement beau. Et en tout cas, moi, ça me plaît énormément. Allez, on prend le... Télécabine. Télécabine. Bonjour. Bonjour. Donc là, on monte dans la station. Là, on est à quelle altitude ici? Là, on est à 1300 mètres d'altitude. Et on va donc au Prat et on va monter à Courchevel 1850. D'accord. Qui est certainement le Courchevel le plus connu. C'est là où il y a... Parce que dans les différents étages de Courchevel, il y a différentes... richesse, on peut dire. Et les 1850, c'est vraiment celui qui va être le plus riche, le plus connu, avec toutes les boutiques et tous les palaces. D'accord, le Courchevel qu'on imagine chic, c'est le Courchevel là où on va, à 1850. Exactement. Et vous avez grandi où? Ici, en haut, comment? Plutôt en haut, en fait, à l'Annapurna, donc l'hôtel de famille que mon grand-père avait construit à l'époque. Allez-y, Alexis, je vous laisse y aller. Et donc c'est essentiellement là-haut. J'ose à peine imaginer combien de fois vous avez pris cette cabine. Pas tant que ça finalement. Parce que ayant grandi à Courchevel 1850, j'ai surtout été là-haut.
Et quand j'allais au club, j'allais au club des sports en partant de l'hôtel. J'allais au club des sports à ski, je revenais en ski, je faisais tout en ski, et essentiellement du coup en restant tout en haut. Bon, vous avez grandi dans quel... Je pose toujours cette question à les invités pour savoir d'où ils viennent. Vous avez grandi dans quel genre de milieu, quel genre de famille? Et pense, quelle éducation vous avez reçue? Un milieu très particulier, donc moi je dirais modeste, c'est-à-dire que mes parents, mon père travaillait, ma mère aussi travaillait, les deux travaillaient à l'hôtel et en fait ils gagnaient du coup bien leur vie et avec le temps, moi je me rendais pas compte mais j'ai toujours évolué et grandi dans un hôtel en fait. Ouais. Parce qu'on avait un appartement dans l'hôtel, au sein de l'hôtel. Donc quand on a un enfant, on se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte. C'est-à-dire que pour moi, c'était d'une certaine forme ma maison, quoi. Oui, on avait notre petit coin privé, cocon familial au sein de l'hôtel, mais derrière, quand j'avais envie d'aller à la piscine, j'allais à la piscine de l'hôtel. Quand j'avais envie d'aller jouer à la salle de jeu avec les autres enfants de l'hôtel, j'allais jouer à la salle de jeu avec les autres enfants de l'hôtel. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est sûr qu'avec le temps, quand on en parle, et aujourd'hui, je me rends compte un peu de cette chance, un peu de ce décalage aussi, parce que c'est extrêmement particulier de grandir comme ça. Mais ce qui m'a aussi toujours un peu beaucoup drivé, ça a été le sport. Parce que du ski, ça a été la base, mais j'ai fait aussi énormément d'autres sports. Vos parents vous ont poussé vers le ski, vers le sport, ou pas tant que ça en fait? Vous auriez pu faire autre chose. Est-ce que vous avez eu d'autres envies, d'autres métiers? À des moments où non, quoi qu'il arrive, c'était le ski, et même si ça n'avait pas été au niveau, il y aurait eu un lien avec le ski? Alors le sport a toujours été le socle. Ouais. Le ski et le football, ça a toujours été les deux sports, on va dire, phares, ceux qui m'ont vraiment plu, ceux que j'ai fait sans discontinuité. Alors que tous les autres sports, j'ai toujours interrompu un moment. Le tennis, j'en ai fait très longtemps, mais j'ai arrêté pendant 4 ans par exemple. Et puis j'ai repris. Et après, le wake, j'en ai fait bien moins longtemps. J'ai fait de l'escrime, des sports de combat. Et j'ai fait vraiment des sports qui sont quand même un peu hors des sentiers battus. C'est-à-dire que de l'escrime, quand on habite un peu autour du lac d'Annecy ou ici, c'est pas aussi simple. Mais c'est des sports que j'ai toujours appréciés, que j'ai toujours aimé. On m'a jamais poussé à les faire. Et par contre, derrière, j'ai choisi, et l'objectif, ça a été plutôt le plaisir pour moi, dans un premier temps. L'épanouissement d'être dehors. Est-ce que vous avez déjà imaginé faire autre chose, un autre métier, je sais pas, dentiste ou non, quand on a baigné là-dedans et que peut-être que c'est pour ça que vous êtes devenu un tel champion, parce qu'il n'y avait pas d'autres options? Quand j'étais petit, je me suis toujours vu dans le sport. Ouais. Je savais pas lequel, mais je savais que je serais dans le sport. Et après, avec le temps et plus de recul, donc c'est-à-dire quand je suis arrivé à l'âge de 18-19 ans et que je me disais, bon, si ça ne fonctionne pas dans le ski, vers quoi j'essaierai d'aller. Et à cet âge-là, j'étais plus à me dire, je partirais dans quelque chose, dans de l'ingénierie. Ingénierie, plutôt génie civil ou mécanique, donc dans quelque chose de un peu construction ou autour de construction, mécanique, etc. Vous pourriez partir d'Annecy, de Courchevel, de la montagne, vivre ailleurs, tout plaquer quoi. Ce qui est sûr, c'est que je pourrais pas vivre dans un endroit où il n'y a pas 4 saisons. Pour avoir eu la chance de voyager à travers le monde, d'avoir passé un peu du temps à droite, à gauche, cette richesse d'avoir 4 saisons, c'est quelque chose qui permet d'avoir beaucoup moins un milieu beaucoup moins monotone. Ça permet du coup de varier les activités, ça permet de varier aussi rien que ce qu'on mange aussi. C'est-à-dire que l'hiver on a envie de la fondue, de la raclette, l'été en tout cas quand on est en local un peu moins. Et donc ça permet un certain nombre de choses et c'est ça que j'aime, ça permet d'être en t-shirt à un moment, mais en veste à un autre moment. Parce qu'on dit que les montagnards sont attachés à leur tradition. Vous vous y êtes attaché, vous, à cet endroit? Plus que tout, vous avez envie de le défendre, cette culture. Parce que vous dites, je suis un local. Je suis pas sûr qu'un quelqu'un qui habite dans le centre de la France dit je suis un local. Non, c'est un truc de montagnard de dire ça. Alors, mais je pense que c'est vrai, parce qu'on se sent attaché à nos montagnes. On se sent, on aime, en fait, faut aimer la nature aussi. C'est-à-dire que oui, on parle beaucoup de la montagne et notamment des Alpes en France pendant l'hiver. Mais moi, je suis presque plus à Courchevel l'été que l'hiver, même beaucoup plus l'été que l'hiver.
parce que ce que j'aime, c'est la tranquillité, ce que j'aime, c'est ces grands espaces, cette nature, le fait de pouvoir aller voir des animaux, d'avoir des paysages qui sont extraordinaires. Et quand on est en ville, on n'a pas tout ça. Et ça, c'est quand même une réalité. Et puis après, c'est sûr que Annecy, par exemple, où on habite aussi beaucoup, c'est plus citadin, mais c'est quand même très loin de Paris, de Lyon, de grandes villes comme celle-là. Il y a quand même un accès à l'espace et à la nature qui est extrêmement rapide. On dit souvent, bon, c'est un sujet presque politique, qu'il y a deux France, ceux qui sont dans les villes et ceux qui vivent là, dans la montagne, avec la neige, les champs. Vous le sentez ça et vous avez envie de défendre cette culture-là? Vous êtes un des Français qui vit pas en ville, quoi. Je vis pas en ville et je vivrai certainement jamais en ville. C'est-à-dire que moi, quand je vais à Paris, j'aime aller à Paris. J'adore, je trouve que cette ville est fantastique. Ouais. Mais 4 jours. Au-delà de 4 jours, je veux rentrer. Je veux autre chose. Je veux de nouveau ce calme, cette sérénité, d'avoir un peu plus de temps, de pouvoir se poser plus facilement, avoir des plus grands espaces. Paris, c'est quand même, d'une certaine manière, en tout cas quand on vit là où on habite, alors c'est un peu, on se sent un peu oppressé. La vie est plus douce ici, quoi. La vie est plus douce. On connaît aussi beaucoup plus facilement tous les gens qui nous entourent, encore plus à la montagne. On se connaît tous ici à Courchevel, en tout cas tous les locaux, on se connaît vraiment tous. Et c'est ça aussi la particularité qui se perd un peu en ville, mais il y a d'autres avantages de la ville, bien sûr. Ça y est, on commence à voir. Julien, on arrive à voir un peu derrière nous. Ouais. Ça a de la gueule quand même. On arrive à 1800. Ouais. Alors là, on est de nuit, c'est une atmosphère un peu plus particulière. Alors c'est vrai que gamin, vous étiez pas forcément le meilleur skieur? Quand j'étais très petit, non, j'étais loin d'être le meilleur. Ouais. Alors, je faisais partie parmi les meilleurs du club. Ouais. Mais déjà, quand on est parmi les meilleurs du club, on est loin d'être le meilleur. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'es déjà pas le numéro 1 de ton club, tu es déjà très loin finalement quand on prend la région, et puis encore plus loin quand on prend la France. Donc oui, j'étais loin d'être le meilleur. Et qu'est-ce qui a débloqué les choses? Et à quel âge? Je pense que ce qui a débloqué les choses... Alors on va sortir de là. Ouais, on sort. Ce qui a certainement débloqué les choses, c'est un peu plus... c'est un peu plus le gabarit et le fait de grandir. J'ai toujours été un enfant un peu petit. D'accord. Pas très grand, un peu fluet. Et en fait, en grandissant, là, je me suis étoffé, j'ai rattrapé un peu mon retard. Donc ça a été plus aux alentours des 17 ans que finalement, je suis redevenu un peu à une moyenne. Okay. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à tirer davantage mon épingle du jeu et à pouvoir commencer à faire la différence vis-à-vis de mes concurrents. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que vous me dites à 17 ans, je commence à tirer mon épingle du jeu et en fait finalement à atteindre mon plein potentiel, et à 18 ans vous faites déjà votre première Coupe du Monde, quoi. Donc c'est allé très vite en fait. Même si j'étais un plus petit, j'étais moins le leader, j'étais toujours parmi les bons, on va dire, de ma génération. Oui, quand même. Mais j'étais pas le tout meilleur. Et en fait, là où j'ai commencé vraiment à être le meilleur de ma génération, ça a vraiment été à l'âge de 16-17 ans, dans cette transition-là. Et c'est à ce moment-là que le step, j'ai vraiment franchi et que j'ai commencé à accélérer énormément vis-à-vis de ma génération. Est-ce que vous y avez toujours cru de la même manière quand vous aviez 13 ans, que vous étiez un bon mais pas le meilleur? Vous y croyez autant qu'au moment où ça se débloque et vous dites là en fait j'ai les possibilités de le faire? Ou non, au moment où vous y arrivez, vous dites bah en fait c'est bon, là j'ai compris et je peux vraiment me concentrer sur le sommet? Je pense que quand on est petit, en fait, ça nous paraît, tout est très lointain. Ouais. On se dit oui, en fait on se compare un peu aux autres, oui je fais un bon résultat, oui il y a des bonnes choses, mais en même temps on se dit la Coupe du Monde c'est tout là-haut, c'est tellement loin, c'est presque intouchable. Ouais. Et en fin de compte on y arrive, mais avec du temps et des années, et puis on est très loin de s'imaginer tout ça quand on est aussi jeune. Et au moment où ça se débloque, parce que là tout s'enchaîne très vite. Tout s'enchaîne très vite, mais en même temps très lentement. Vos objectifs, ils montent d'un coup, vous dites,
bah tiens, je veux juste être en Coupe du Monde et pourquoi pas faire un jour un podium, d'un seul coup, en fait, je veux être le meilleur du monde. Non, vous avez toujours eu dans votre tête cette idée d'être le meilleur du monde. Oui, mais ça se passe pas aussi vite. C'est-à-dire que ça paraît quand on est de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, il y a quand même toutes les étapes qui sont franchies. Il n'y a jamais une étape de grillé. C'est juste que les étapes, on va les franchir plus vite. Et en faisant ça, derrière, on arrive à se fixer d'autres objectifs. Mais à chaque fois, là, on franchit les marches les unes après les autres. C'est juste que les marches, on va peut-être les franchir plus rapidement. Pour ma part, il y a quand même toujours eu cette partie de doute, de questionnement où derrière on a quand même toujours posé cette question fondamentale, quoi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Aujourd'hui, oui, j'ai réussi une marche suivante, mais il en reste encore tellement des marches à aller chercher que. Encore aujourd'hui? Aujourd'hui, probablement non, ou alors différentes. Ouais. Mais quand on est jeune, on a toutes ces questions parce que surtout, on n'a pas réussi. On n'a pas gagné, on n'a pas fait de Coupe du Monde. Ensuite, quand on fait les premières, on est très loin d'aller chercher un podium. Quand on fait le premier podium, on est encore très loin d'aller chercher la première victoire. Ensuite, de les rééditer. Derrière, d'aller chercher des globes, des médailles. Tout ça, ça paraît très très loin. Et en fait, c'est pour ma part, quand j'arrive maintenant à la fin de ma carrière, que derrière... Maintenant, je regarde derrière moi et que je me dis, il y a quand même eu de belles choses parcourues. Donc les questions vont forcément changer. Aujourd'hui, ça va être peut-être plus, surtout après un retour de blessure, voilà, est-ce que je vais pouvoir retrouver mon niveau, surtout à mon âge, après 2 ans d'interruption relativement compliquée. Mais d'une certaine manière, une grande partie de ma carrière est déjà faite. Alors, je reviens un peu en arrière. Alors, pour expliquer, on va dire honnêtement aux gens, moi j'ai fait un peu le même parcours que vous au début. J'ai évidemment pas la même carrière que vous, et donc je connais un peu et on est allé dans le même lycée, Alexis. Et alors, vous avez été au lycée à Albertville. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Racontez-moi. C'est là le moment où finalement on arrive vers le haut niveau et on fait du ski toute sa vie, quoi. Albertville, c'est le pôle espoir du ski français. Ouais. C'est là où c'est l'élite. L'élite se retrouve. L'élite permet ensuite de franchir un nouveau step. Mais c'est, on va dire, un cocon incubateur des talents de demain. Et c'est ce qui aide beaucoup d'athlètes à devenir de plus en plus performants, à se professionnaliser et en même temps à lier un double projet, de pouvoir quand même continuer ses études. Pas à devenir champion. Exactement. Donc pouvoir quand même avoir leur bac, en même temps avoir les meilleures chances possibles pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions possibles, surtout en termes de temps et de libération. Et après, bien sûr, après on arrive au bac. Oui, tout ça est très beau, mais est-ce qu'il y a une forme de sacrifice? Est-ce que vous avez eu l'impression de faire des sacrifices, vous? Non. Parce que ça a marché. Oui et non, parce que c'est plus parce que ça a été un choix de vie. C'est quelque chose que j'ai décidé. C'est quelque chose que c'est ma vie finalement. En gros, comme quelqu'un qui décide d'aller habiter à un endroit, est-ce que pour lui c'est un sacrifice? Oui, mais s'il se sent à l'aise avec son choix de travail, de vie, d'objectif, il va être content dans ce choix et il va plus voir ça comme un sacrifice. Pour moi, c'est la même chose. De ne pas avoir les sorties avec les copains quand on a 18 ans, tous les vendredis, tous les jeudis, voire même plusieurs fois dans la semaine, de ne pas avoir de vacances l'été, parce qu'en fait, quand on parle justement du lycée d'été, donc le pôle espoir, juillet-août, on est sur les bancs de l'école. On est libéré pendant l'hiver pour aller skier, mais juillet-août, on est sur les bancs de l'école. Donc ça peut faire partie de tous ces sacrifices en question, mais j'ai jamais réellement vu ça comme ça. Est-ce qu'il y a forcément fondamentalement une valeur travail? Est-ce que vous l'avez plus que les autres? Vous l'inculquez, vous avez toujours plus travaillé que les autres? Je pense qu'il faut, quoi qu'il en soit, énormément travailler pour arriver à ses objectifs, quel que soit le sport ou dans le travail. Donc oui, je pense que j'ai énormément travaillé. Toujours une question pour les champions, une forme de don, il y a une forme de travail. Vous, comment vous l'équilibrez? Parmi les champions, je pense qu'il y a beaucoup des deux. Ouais. On prend les escaliers ou l'ascenseur?
C'est Julien qui va nous dire. C'est Julien qui va nous dire parce que les escaliers, il y en a beaucoup. Allez, les escaliers, exploitifs. Vous allez nous montrer votre condition physique. Bon, normalement, vous êtes en forme. Ouais, donc la valeur travail, c'est un truc majeur. C'est un truc majeur. Bien sûr, la qualité, le don qui peut être donné à certaines personnes, il va contribuer à la performance. Mais le travail sans don n'est rien et le don sans travail n'est rien. Ouais. Bon, vous nous expliquez où on est en train d'arriver? Alors là, on est au Club des Sports, justement. Club des Sports de Courchevel. Donc c'est là où il y a les petits? C'est là où il y a les tout petits, jusqu'à U18 à peu près. Et après, généralement, ils sont censés prendre un peu leur envol dans les échelons du dessus. Ouais. Vous avez été ici, vous? Non, les choses ont changé. J'ai été dans le club de Courchevel, mais je n'ai pas été dans cet établissement. Là, le club, il est tout récent, il a 4 ans. D'accord. Donc il est vraiment tout neuf, tout nouveau bâtiment, tout nouveau outil de travail pour les jeunes générations. Donc ça a été un super outil, et c'est un super outil pour pouvoir permettre aux jeunes enfants de s'exprimer de la meilleure manière. Est-ce qu'à la base, le ski, c'est un truc de copains? Ou non? Où il y a toujours quand même une difficulté à se faire des potes parce que c'est de la compète? Non, c'est quand même une bande de copains. On partage énormément de temps ensemble tout au long de l'année. Donc c'est quand même une bande de copains. Ouais, toujours. On peut passer là. Ah, on peut passer là. Julien, c'est reparti. Encore des... Alors, vous nous emmenez au local? Exactement. Ouais, alors là, je sens qu'il faut qu'on se retrouve. Ouais. Quel chemin? Parce que moi, je suis pas beaucoup ici. Ouais. Alors, on va tenter là. Mais je crois que là, on peut y aller. J'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, ah oui, vous êtes là. Tiens. Enfin, en même temps, vous êtes un peu partout dans cette station. Ouais. Parce qu'il y avait le slalom mi-décembre. Exactement. Et en bas où on était tout à l'heure, il va y avoir un super G et une descente le 14 et 15 mars. Donc une discipline de vitesse. Exactement, ce qu'on disait. Allons-y. Bonjour. Je croyais que tu étais déjà là-haut. Bonsoir Michel, non, pas encore. Est-ce que quand vous êtes ici, tout le monde vous connaît? Oui. Ouais. Oui, surtout ici dans le club, oui. Après, même dans la station, alors il y a énormément de touristes, hein, mais même dans la station, il peut y avoir beaucoup de moniteurs surtout. Ouais. Ah oui. Et les moniteurs vont me reconnaître et ensuite on parlait à leurs clients. Donc du coup, il peut y avoir des photos après. Là, ça va, on était tranquille dans la rue. C'est ici, non? Oui, c'est ici. C'est là. Hop. Pardon. Oh, salut, Bonjour. salut, ça va? La forme? Salut toi. Salut. Bonjour. Bah allez. Après, on reste des skieurs. C'est-à-dire? On n'est pas des footballeurs, donc on est quand même assez tranquille. On n'est pas forcément très impacté par la notoriété, on va dire, d'une manière générale. Bon, en montagne, si. En montagne, oui, mais tout reste relativement vous n'êtes pas obligé de vous agréable. planquer, quoi. Exactement. Bon, alors, il faut expliquer où nous sommes, là. Là, le local. Ouais. C'est là qu'à peu près tout se passe pour préparer les skis, surtout pour pouvoir s'entraîner ensuite. Donc il y a plein de paires alors, différentes. Faut dire, on n'a pas l'odeur, mais ça sent toujours un peu les pieds. Hein, c'est là où il y a le matériel sèche, ça peut sentir les pieds. Et ça, c'est souvent les entraîneurs. Ah oui, parce qu'ils emmènent pas ils laissent leurs chaussures ici, alors que les athlètes vont les ramener à la maison généralement. Ils partent avec. Et donc, alors vous avez du matériel. On peut montrer par exemple les différences de ski. Alors, entre oui. ceux-là. Alors par exemple, là vous avez des skis de vitesse. Ouais. Donc tout ce qui va être un peu plus long, qui va dépasser les 2 mètres notamment. Ouais. Donc là on a du 2,15 et ce genre de hauteur. Là 2,15 m par exemple celui-là. Donc ça c'est le ski pour du ça super va G être de la du descente. Super G plutôt 2,15 m. En descente on va être aux alentours de 2,23 m. Ouais, ok. Et après on a plutôt du ski de géant. D'accord. Ça c'est 1,90 m, 95, ça va dépendre le sexe. Et après slalom plutôt 1,65 m. Alors celui-là il est probablement plus petit, ça c'est un ski de femme 56. D'accord. Et les hommes c'est 1,65 m. Et alors on voit que là le parabolisme est beaucoup plus important sur des skis slalom que sur des skis de vitesse. Exactement. Ouais. Alors on le voit, hein, par exemple, on prend ceux-là, on a l'impression que c'est les skis de l'époque, tout droit, très peu taillés. En haut, ils sont presque aussi larges qu'au milieu.
Alors que les skis d'ici en slalom, ils sont beaucoup plus larges devant que sous le pied. Et donc ils permettent de faire des virages plus courts. Beaucoup plus courts, exactement. Et alors, ça c'est là où on prépare les skis. C'est là où on prépare les skis, effectivement. Ouais. Je pourrais vous faire une démonstration pour ça. Ah bah oui, on aimerait bien. Il faudrait une paire de skis déjà. Il faudrait une paire de skis et je vois qu'aujourd'hui ils ont même plus de fer ici. C'est oui, parce que c'est des fers à repasser, quasiment. À l'époque, normalement c'est des fers à repasser. Ouais. Et là aujourd'hui, c'est plutôt des fers. En fait c'est ça, c'est ce système-là maintenant. Et qui permet de faire fondre le fart. D'accord. Et derrière, on vient simplement passer le ski par-dessus. Bon alors, en attendant que ça chauffe, il faut que vous m'expliquiez la question du matériel. Est-ce qu'on peut gagner ou perdre une course avec son matériel? Oui. Ou à cause de son matériel? Oui, on peut gagner ou perdre une course à cause ou grâce à son matériel. Donc c'est quoi? C'est une question de glisse? C'est une question de glisse. Donc la glisse, c'est le fart? La glisse, ça va être... Entre autres. Enfin, la glisse, c'est minime aujourd'hui. Ah ouais. C'est-à-dire que ça va quand même avoir un impact qui est plutôt important, mais surtout en descente. D'accord. Donc la discipline, on va le plus vite. Par contre, en géant ou en slalom, là, ça va être plus la mécanique du ski. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le ski? Qu'est-ce qu'on a comme chaussures? Comment tout ça est construit? Comment tout ça est fait? Mais alors tout ça se fait très longtemps en amont, alors? Ça peut pas se régler à quelques heures de la course, si? Ça peut, non. Ça se fait, généralement, ça se fait à l'entraînement. Ouais. Ça se prépare. Et vous, est-ce que votre matériel, votre ski, il est fait pour vous? Vous l'avez travaillé à l'usine, vous avez demandé des choses spécifiques? Il est fait, il est construit en fonction de ce qu'a besoin l'athlète ou surtout notamment les top athlètes pour pouvoir en fait toujours aller de plus, donc de ce plus sont en plus les vite. meilleurs athlètes qui développent les skis d'une marque? Généralement, oui. Ouais, d'accord. Et donc vous avez été dans ces moments-là? Exactement. Je veux plutôt ce ski-là parce que moi ça me correspond mieux. C'est ça, parce qu'en fait après c'est les top athlètes qui vont réussir à mettre des choses en place et ça va en découler derrière chez les autres. Ok. Donc il y a tout ce qui se fait en amont et il y a ce qui se fait la veille, le jour même. Donc là on a le fartage, c'est ça? Ça chauffe? Ça devrait chauffer normalement. Ouais, on dirait. Mais ça chauffe pas vite. Ouais, ça chauffe. Ouais. Et après, alors il y a aussi la fartage, affûtage. Ouais, l'affûtage c'est important. Donc oui, l'affûtage c'est très important. Donc, par exemple, si on prend un ski, on va prendre un ski au hasard, peu importe. En fait, bon ça c'est un ski d'enfant, hein, mais il faut bien comprendre qu'il y a des quarts. Il y a des quarts sur les skis. Et là, on voit que donc ça, c'est la semelle. C'est ce qui permet de glisser. Alors que ça, c'est le quart. Donc là, il y a un peu de fard dessus, d'ailleurs, on le voit. Donc il faut l'enlever. Il suffit de l'enlever. Et là, ça, c'est le quart. Donc ça va être du fer. Et c'est ce qui va permettre de tailler. C'est ce qui va permettre de pouvoir prendre de l'angle et d'avoir de l'accroche, notamment sur la glace. Donc ça, c'est extrêmement important quand on est un skieur. Et c'est presque le plus important, surtout pour les disciplines techniques. Alors que pour les disciplines de vitesse, comme on l'a dit, là, ça va être plus la glisse qui va être un peu plus. Et donc ça, cette quart, pour qu'elle soit très affûtée, on fait quoi? C'est une forme de lime? Il y a soit des limes, on les affûte, ouais. Alors soit grâce à des limes, on affûte et on passe la lime sur la quart pour pouvoir faire l'angle. Soit il y a des machines aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus rapide, surtout pour les clubs, ils ont beaucoup de machines. Donc là, il y a une machine par exemple là-bas. Ah oui, c'est ça? Ouais, bon, je sais pas m'en servir. Ouais, là aussi d'ailleurs, c'est une machine, pardon, c'est aussi une machine ça. En fait, là on voit que il va y avoir les rouleaux. Les rouleaux vont venir comprimer le ski va passer à plat en fait dedans. Ok. Et il va venir sur ce rouleau-là, donc il va rentrer de cette extrémité pour ressortir ici. Il va rouler ici. Il va venir être comprimé contre ces rouleaux-là de part et d'autre. Et après, là, il y a la pierre. Donc là, on le voit de l'autre côté. Ça, c'est la pierre. Elle va venir contre le quart. Ok. Et c'est la pierre, elle va tourner et c'est ce qui va permettre d'affûter justement la quart du ski. Donc ça, c'est des machines plutôt au club. Ouais. C'est-à-dire que nous, on n'utilise pas du tout ça. C'est-à-dire que quand vous partez en
je sais pas, au bout du monde, vous emmenez pas ça Non. Ouais. Ça, par exemple, c'est pour faire du gros volume. Là, dans des clubs comme ici, il y a beaucoup d'enfants. Oui, il y a beaucoup donc de paires de skis, là, on a vu. Voilà, faut faire énormément de paires en très peu de temps. Nous, sur le niveau professionnel, l'objectif, ça va être plutôt la performance. Donc là, ça va être un travail beaucoup plus manuel, fait à la main, petite machine, beaucoup plus consciencieux. Et donc là, vous avez un technicien qui travaille avec vous. C'est ça. Et lui, il faut qu'il vous connaisse par cœur. Et lui, ça s'apprend. On travaille ensemble, on discute, on échange énormément. C'est lui aussi qui fait le retour à l'usine, de savoir ce qu'il faut pas et dans quelle direction il faudrait aller. Bien sûr, on discute avec les ingénieurs, mais ça prend toujours un peu de temps. Je crois que ça y est, c'est chaud. Hein. Ça commence à être liquide. Ouais. Ça commence à être liquide. Et donc là, là, je crois que ça y est. Ah oui, voilà, là, donc là, on voit le fart qui... En fait, le rouleau, faut qu'il puisse rouler. Là, il roule pas encore. Le fart, faut qu'il devienne complètement liquide. Je sais pas si on va y arriver. Alors après, je sais pas si on va y arriver, mais je peux vous me faire un exemple assez simpliste. Hein. Je vais prendre ces skis-là d'ailleurs, où en fait, normalement, une fois que le fart, il est complètement chaud, et bah derrière, il va devenir liquide. Il va recouvrir ce rouleau en question. Et ce rouleau, une fois qu'il est recouvert, on a juste à passer le ski comme ça. On fait rouler le rouleau tout du long. Alors il faut un élastique que j'ai pas mis. Ils sont là les petits élastiques normalement. Et puis après, voilà, en gros c'est déjà terminé quoi. Et ça c'est vraiment des choses que on fait quotidiennement parce que c'est l'entretien de notre matériel qui est important. Est-ce que ça, il y a un attachement particulier à l'objet ou non? Parce que vous avez tellement de paires de skis que vous ne pouvez pas vous y attacher. Oui, il y a quand même un attachement. Il y a quand même un attachement parce que... C'est une forme de fétichisme, à dire mon ski. Non, quoi. fétichisme non, parce qu'on n'est pas attaché à une paire en particulier. Mais par contre, quand il y a un setup qui fonctionne bien, donc un modèle avec telle chaussure, etc., là on va y être assez attaché. On va vouloir moins changer, on va commencer à construire de la confiance aussi avec ce setup-là. Et donc c'est pour ça qu'on va vouloir moins changer derrière. On remonte? On remonte, bien sûr. Le local, et ce n'est pas le sommet qui te forme, mais chaque pas pour y arriver. C'est vous qui avez dit ça. C'est affiché contre le mur. Ouais. C'est exactement ça. Ah oui, là, il y a une photo de vous ici, là. Donc ça, c'est en géant. Hein. Ça, c'est en géant. Et c'est à Schladming. De nuit. De nuit. C'est marrant de skier de nuit. On pourrait aller le faire là ce soir. Ben, on pourra le faire. Bon, on remonte alors. Bon, on a parlé un peu de vos débuts, votre jeunesse. Ouais. Votre première Coupe du Monde, vous vous en souvenez? Votre première victoire en Coupe du Monde, pardon. La première victoire en Coupe du Monde, oui, je m'en souviens. C'était en Russie, à Moscou. Ouais. Et en pleine ville. En pleine ville. C'était un cadre vraiment particulier parce que c'est pas des lieux très classiques. Ouverture de la porte là. Voilà. Et voilà, c'est parfait. C'est pire qu'une prison ici. C'est bon, on s'en est les allés. Ouais, en Russie alors? Oui, en Russie. Alors après, à l'époque, c'était pas tant le problème parce que c'était il y a plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est un peu plus particulier. On n'y va plus là-bas en Russie, il y a eu très peu de compétitions. Moscou en organisait régulièrement, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et après, c'est même pas la plus mémorable pour moi. La plus mémorable, ça a été ma première victoire en slalom, et qui a été ma deuxième victoire d'ailleurs en Coupe du Monde. Oui, parce que c'était une discipline moins réputée. C'est ça, exactement. Vous vous en souvenez de celle-là, plus que des autres? Oui, parce que c'était Val d'Isère. Val d'Isère, course extrêmement particulière en France. Là, c'était quelque chose de fantastique. Bon alors, il y a des gens qui sont censés nous attendre pas loin. Est-ce qu'ils sont là, Alexis? Pas encore. Hein. Est-ce qu'on peut leur faire un petit message peut-être? On va voir. Ouais, je crois qu'ils sont en train de faire des tests là-haut, non? Possible, ouais. Bon, on va les attendre ici. Il faut déjà allumer. On peut faire un petit message au patron? On va faire un petit message au patron. Et puis en attendant qu'ils arrivent, on s'équipe et j'ai plein de questions.
j'appelle le grand patron. Ah, le patron du club. Le patron du club. Ouais. Ouais Bruno, tu crois que tu peux allumer? Et est-ce que les gars ils sont là déjà? Ok, et ben on va pouvoir y aller dans 5 minutes, on est prêt. À tout à l'heure. Ouais, on est là, ouais. Et ben voilà. Et ben voilà, on peut y aller. se prépare. Bon, moi j'ai un peu de matériel ici. Hop. On se met là, non? Comme ça, Julien, il peut voir vos chaussures, elles sont évidemment très différentes des chaussures commerciales. Elles sont très différentes. Elles sont beaucoup plus rigides. Ah oui, beaucoup plus dures que les miennes. Beaucoup plus rigides, beaucoup moins confortables. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que moi, je rentre en 1 seconde comme ça, vous n'allez pas pouvoir. Non, moi, il va falloir que je mette justement le chausson, que je mette ensuite la chaussure. De pouvoir mettre les deux, c'est pas possible. Et, vous ne pouvez pas mettre les deux comme moi je viens de le faire en glissant dedans. Non, malheureusement. Et alors pourquoi il faut une précision absolue? C'est pour être au plus proche. C'est ça. Ouais. En fait, plus on est serré, plus la chaussure est rigide aussi, plus ça va avoir une réponse extrêmement rapide. Et forcément, étant donné qu'on fait un sport au centième, la moindre réponse, il suffit qu'elle soit un peu trop lente et ça peut faire toute la différence. Ok. Bon alors, première victoire en Coupe du Monde. Et votre carrière, elle se lance immédiatement? Vous en êtes tout de suite satisfait ou il y a des frustrations au début? Non, il y a des frustrations. Par exemple, un exemple tout bête. J'ai mis 14 Coupes du Monde avant de voir ma première ligne d'arrivée. 14. Non. 14, c'est énorme. C'est-à-dire que si on compare par rapport à d'autres athlètes, la moyenne, c'est toujours entre 5 et 10. La ligne d'arrivée, ils la voient déjà bien avant, mais surtout entre 5 et 10, ils marquent leurs premiers points. Moi, j'ai eu besoin de 14 Coupes du Monde pour marquer mes premiers points. Et j'ai eu besoin de 14 presque pour tout simplement arriver en bas, quoi. Alors, je partais toujours très volontaire, j'allais extrêmement vite. Le problème, c'est que je sortais tout le temps. Ouais. Donc ça s'apprend. La régularité. Et donc ça s'apprend, la régularité, et surtout la stratégie aussi. Ah, il y a de la stratégie donc. Il y a quand même de la stratégie, de pas être tête brûlée à certains endroits, d'être un peu plus réfléchi, parce qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus difficiles, à cause d'un mouvement de terrain, à cause d'une difficulté. Et là, il faut être capable de se dire, bah non, je mets des grands guillemets, freiner pour passer cet endroit. Et je vais pas spécialement freiner, mais pas continuer de pousser comme un fou, et au contraire, avoir un peu de recul, lever légèrement le pied et se dire, ok, maintenant je temporise, et puis derrière, ça va me permettre d'être meilleur, d'accélérer à nouveau. Vous avez gagné votre première Coupe du Monde, et est-ce que j'exagère si je dis qu'il y a quasiment eu 4 ans pour vraiment tutoyer les sommets après? Vous en gagnez, mais pour vraiment décrocher des globes, des titres mondiaux et être parmi vraiment les plus grands. Non, ouais, ça doit être à peu près ça. Parce que moi, quand je fais mon premier podium en Coupe du Monde, j'ai pas 20 ans, j'ai 19 ans. Et du coup, à partir de... Alors, dans les premières années, en fait, à 19 ans, je fais mon premier podium en Coupe du Monde, mais je ne suis pas encore parmi les tout meilleurs. Par contre, l'année d'après, j'arrive à faire plusieurs podiums dans la saison et je rentre tout doucement dans le top 10 du classement général. Donc là, ça commence à être intéressant. Et après, par contre, oui, il a fallu encore 2 années supplémentaires pour commencer à faire mes premières médailles, pour faire mes premiers globes, etc. Vous vous souvenez de votre état d'esprit à l'époque? Est-ce que vous étiez un skieur apaisé ou non? Si là vous essayez de fermer les yeux, vous dites à l'époque. Je pense pas que j'étais un skieur apaisé et que je pense pas être un skieur apaisé. Toujours pas. Je pense être quelqu'un d'assez calme, mais par rapport au résultat, cette pression, cette envie de réussir. Ça, je pense être plutôt quelqu'un qui a réussi à trouver en tout cas le bon équilibre. Par contre, c'est pas non plus pour rien qu'on m'appelle la bête. En gros, quand je suis au départ, alors maintenant moins, ça a surtout été mon surnom quand je suis arrivé un peu à la Coupe du Monde et que j'ai commencé du coup avec les plus anciens. Et à ce moment-là, oui, là, ils m'appelaient la bête parce que quand j'étais au départ,
j'avais tendance un peu à grogner, voilà ce genre de choses. Vous savez, quand on est à 100% et qu'on est vraiment dans ce genre de situation, on peut être un peu comme un animal. Ouais. Ah, il y a une forme de transe. Exactement. Et c'est pour ça que vous me disiez tout à l'heure, je me souviens pas de tout. Est-ce que c'est aussi pour ça? Parce que on est habité, quoi, on est ailleurs. Je pense qu'il faut être habité. Ouais. On est parti? Ah, Julien me fait un signe parce que lui aussi il a besoin de mettre un casque. Ah oui, non, c'est son casque que je viens de mettre. Le mien est là. Hop. Tac. On est parti. On est parti? Là, c'est assez magnifique ce que je vois hein, ici. Julien, hop, je mets le casque. C'est parti. Hop, merci. Eh ben allez, ça c'est quand même pas mal. Ouais, c'est sympa. J'ai jamais fait. Non, je tiens quand même à préciser. C'est pas vrai. J'ai jamais fait. Non, non, c'est faux. Ah, le stade pour moi tout seul? Ah, c'est pas vrai. J'ai jamais fait. Ah, vous pouvez pas dire, bah tiens, je veux le stade pour m'entraîner ce soir, quoi. S'il y a un entraînement que c'est avec l'équipe, etc., c'est différent. Mais pour aller faire du ski comme ça, c'est une première. Bah, je suis content alors. Messieurs, bonjour. Bonsoir. Alors nous, on monte sur le même, c'est ça? Ouais. On monte ici? C'est parfait. Je passe devant, je passe là? Allez. Merci bien. C'est bon les gars? Allez. N'hésite pas à t'appuyer sur moi à la montée. Ouais, ça marche. Ouais, de toute façon, je crois que ça va être raide, non? Ouais, mais c'est assez raide. Mais donc c'est pour ça que je dis, si t'as besoin de t'appuyer. Ah bah, on peut y aller les gars. Tant qu'il reste à notre niveau pour nous filmer, c'est bon. Alors c'est ici qu'il y avait la Coupe du Monde des filles la semaine dernière. C'est ça, ouais. Alors là, la neige est censée être très dure. Ouais, mais il a fait quand même chaud aujourd'hui, donc je pense pas que ce sera si dur que ça. Et alors là, toutes ces traces, c'est les traces des entraînements de la journée, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc il faudra essayer de les éviter, sinon ça va peut-être pas être génial à skier. Parfait. Merci. Hop. Ah, c'est les tiens, ouais. Ça, c'est les miens. Merci. Bon, avant de partir, j'ai quand même une grande question. Parce que là, on est sur la neige. Est-ce que vous vous inquiétez qu'un jour, ça n'existe plus? Oui, oui, on s'en inquiète. Pour plusieurs raisons. La première, c'est, on le voit déjà par exemple sur les glaciers. Sur les glaciers, on voit qu'ils reculent de plus en plus. En plus de ça, on voit quand même que par moment, c'est un peu plus difficile, il y a moins d'enneigement. Alors bon, ça a toujours été, mais c'est quand même une tendance qui s'accentue. C'est-à-dire qu'on a plus souvent des difficultés d'enneigement que par le passé. Et ça, c'est forcément, surtout pour les sports d'hiver. Et les montagnes, c'est quand même une grande difficulté parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 100 ans, les zones les plus rurales et les plus pauvres de France, c'était les montagnes. Donc le jour où il n'y aura plus de neige, il y a beaucoup, je sais, il y a beaucoup d'écologistes par exemple qui critiquent les sports d'hiver, qui critiquent la montagne et qui critiquent l'économie du ski en fait. Mais ça veut dire que si le ski n'existe plus, et peut-être que ça arrivera, hein,
On en est loin d'être certain, mais peut-être que ça arrivera, en tout cas ça s'accentue. Toute une région va mourir. Et il faut quand même le dire vraiment honnêtement et comme c'est, toute la région de Savoie, Haute-Savoie, Rhône-Alpes probablement va mourir. Parce que les industries vivent de ça et le PIB de cette région, il est à 25% en PIB direct lié au ski et plus de 25, enfin bien plus de 25% en indirect. Donc c'est quand même monstrueux. Et évidemment, mais s'il n'y a plus de neige, donc vous devez avoir fondamentalement une ambition écologiste vous aussi. Est-ce que vous êtes aussi d'une certaine manière un écolo un ambassadeur, parce que vous avez besoin que ça existe? En fait, je pense que, étant donné qu'on est le premier sport concerné, en le voyant sur les glaciers, en le voyant dans nos montagnes, en le voyant un peu partout, là où on habite, on se sent automatiquement concerné par la nature. C'est-à-dire qu'on fait toujours attention à ce qu'on fait à la montagne. Nous, on n'a pas besoin de nous apprendre à garder nos poubelles quand on va aller faire de la randonnée. Ici, tout le monde le sait. Ça fait 40 ans, 50 ans, même 100 ans que tout le monde le sait. C'est naturel pour nous. C'est des exemples tout bêtes, mais en fait, c'est naturel. On économise, en fait, on a toujours économisé, parce qu'avant, on était pauvres. Donc aujourd'hui, on économise. On a des notions qui sont probablement plus poussées aussi, parce qu'on veut préserver notre environnement. Alors oui, on vit de ça. Oui, on est un milieu qui peut polluer, mais aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous fait vivre, donc on ne le fait pas outrageusement et on ne le fait pas n'importe comment. Vous êtes papa, est-ce que vous vous inquiétez que votre fille, vous avez une fille, hein, c'est ça, ouais, puisse pas skier un jour, ou n'ait plus ça à portée de main? Est-ce que ça vous met en colère? En tout cas, je pense que ça rend forcément triste quand on est parent de se dire est-ce que mes enfants pourront voir la même chance que ce que j'ai eu et que potentiellement c'est pas le cas. Ça rend automatiquement triste. Donc je pense que mes enfants directs, eux, vivront à peu près la même chose. Mes petits-enfants, ce sera peut-être un peu plus compliqué, effectivement. Mais du coup, ça rend triste, ça fait encore plus réfléchir, on se pose encore plus les questions de comment on peut faire mieux. Bien sûr, l'effort, il n'est pas que ici qui doit se faire, il est partout, il est mondial. Mais forcément, chaque individualité qui apporte un peu sa pierre à l'édifice, c'est un coup de rame qui va dans le bon sens, quoi. Bon, on en profite tant qu'il y en a. Maintenant, on en profite. Ouais. Bon alors, Alexis, on fait un petit tour. Et est-ce que vous nous expliquez, vous, quelle est votre force sur le ski? Mes skis sont pas réglés. Ah, ils sont pas réglés? Attends. Ah. Là, problème. Là, problème. Ouais, ce serait con de se blesser là-dessus et de pas pouvoir aller aux Jeux Olympiques à cause de ça, quoi. C'est surtout qu'il me faudrait un tournevis, là, probablement. Attends. C'est bon, ça y est. On est ici en haut des pistes et Alexis Pinturo ne peut pas descendre parce que ses skis ne sont pas réglés. Ah ouais, ça c'est dramatique, ça. Alors est-ce que ça va être possible de les régler? T'as un tournevis? Ouais. Ah bah voilà. Fallait me le dire tout de suite. Parce qu'on est avec les coachs du club de Courchevel. Eh, vous savez ce qu'on dit, hein? Non, on dit quoi? Le cordonnier le plus mal chaussé. Oh là là. La pince, ça doit aller. Ouais, la pince, même ça, sinon ça va. C'est bon, c'est bon. Donc là, vous réglez quoi pour expliquer à ceux qui nous regardent? Là, je règle la longueur. Pour pouvoir chausser? Ouais, c'est ça, ouais. Je te l'ai cassé, ton Laserman. Julien, est-ce que tu veux venir montrer ici ce que ça donne? Ah, il a peur de glisser. Oui, c'est pas faux. En même temps, s'il se retrouve en bas. Alors là, je crois qu'ils sont pas bien réglés. Problème? Pas bien réglés du tout, surtout. Ah si, c'est bon. Ah, ça y est. Ils sont un peu longs quand même. Parce que ça, ce ne sont évidemment pas vos skis de compète. Non, ouais. C'est pas mes skis de compétition. C'est des skis que je skie très peu. Pour le plaisir. Vous en doutez. Et vous arrivez encore à skier pour le plaisir ou pas? Ouais. Il y a toujours de l'entraînement, toujours de la compète, toujours.
On arrive à skier pour le plaisir, mais c'est sûr que c'est pas toujours au meilleur moment, c'est plutôt en fin de saison, quand les conditions elles sont plutôt bonnes, et surtout quand on a le temps et que la saison est terminée. Autrement, il y a toujours de l'entraînement, tous les jours. Il y a presque tous les jours de l'entraînement, ouais. Il ne peut pas y avoir une journée de ski comme ça. Avec des copains, avec pendant votre la femme, saison, avec pendant votre, la saison, votre il n'y a pas le temps pour ça. On est bon? C'est bon, cette fois on est bon. C'est parti. Attends, messieurs. Bon, alors Alexis, je rends le Laserman. Ouais, c'est ça. Hop. Quels sont vos points forts sur des skis? Point fort. Ouais. Et après, vous me donnerez vos points faibles. Là, techniquement, Point fort, techniquement, si vous deviez me montrer là. Je pense être capable de raccourcir, de faire des virages en raccourcissant. Après, point faible. De ne pas traîner sur la courbe. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Okay. Point faible. Vous n'en avez pas? Si, mais ça va être peut-être plus par moment stratégiquement, ou justement étant donné que ça va être le défaut de ma qualité, c'est qu'en étant relativement court, parfois je vais là où il faut arriver à allonger, être un peu plus rond, travailler un peu plus par-dessus et être stratégiquement du coup meilleur. Là je vais peut-être continuer à être un peu trop court et à défaut du coup cette fois. On y va? On y va. On fait quelques virages jusqu'au replat. Hop. Et ben allez. Tu me suis ou? Bah ouais. Elle est pas très bonne la neige, hein. Ah, j'allais dire pas le ski de l'année quand même. Là. Ah non, c'est pas terrible. Bah, journée d'entraînement, on voit des traces de partout. Alors le décor est sympa, mais la qualité de la neige, faut revenir demain matin une fois que c'est damé. Les mauvais skieurs, ils disent que le matériel est pas bon. Enfin bon, c'est toujours pareil. Ah, là, c'est plus la piste qui est pas facile. Là. Non, pas facile. Et demain matin, je pense qu'il faudrait revenir demain matin. Ouais, on reviendra. Mais nous, le problème, c'est que notre émission, c'est le Figaro la nuit. Donc c'est un peu ça le problème. Alors non, mais ce qu'il faut faire, je pense, c'est que vous traciez les gars, et nous, on peut faire des courbes un peu plus rapides de loin. Donc vous pouvez aller bien plus vite. En même temps, c'est vrai que c'est pour skier sur cette neige-là, il vaut mieux pas ouvrir au milieu de la nuit. Hein. Non, ça c'est sûr. Bah, après une longue journée de ski et surtout d'entraînement, ça laisse des traces un peu de partout. C'est jamais l'idéal le soir. Vous êtes entraîné aujourd'hui parce que vous avez couru hier? Non, aujourd'hui non. Généralement le lendemain de compétition, c'est plutôt repos. Ouais. Là on reste tranquille, on essaye de récupérer, de se régénérer. Ça fait quand même du bien de faire quelques virages. Quand on vient de Paris. C'est sûr que ça fait du bien, ouais, je me doute. Même difficile, il fait toujours plaisir. Est-ce que hier vous étiez sur une course, une des courses réputées les plus dures? Est-ce que vous arrivez à prendre du plaisir quand vous skiez en compète ou non? Ça va dépendre. Ouais. Il y a des moments, oui. Il y a des moments où on peut se faire plaisir.
Par contre, il y a des compétitions où en fait elles sont connues pour être l'enfer. Ouais. C'est-à-dire que si on prend un exemple concret, Val d'Isère, c'est connu pour être l'enfer. C'est une piste qui est extrêmement raide, c'est que du mur, c'est raide du début jusqu'à la fin. On est souvent dans des conditions de visibilité qui sont mauvaises, donc on voit très mal. Ouais. Il n'y a pas de soleil direct sur la piste. Et après, souvent ça tape. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques au fur et à mesure des passages et des athlètes. Résultat des courses, c'est difficile de se faire plaisir, difficile d'avoir des sensations qui sont bonnes. Allez, on y va? On y va. Parti. On enchaîne. On retourne au club et puis on a un Merci. dernier. Merci les gars. Tiens, pour ceux qui nous regardent là, qui vont revenir faire quelques virages, les gens qui n'ont pas forcément un très très haut niveau de ski. Bon, c'est quoi le principal conseil du moniteur Pinturo? Principal conseil, je dirais surtout ne pas griller trop les étapes. Ah ouais? Ouais, le ski, ça reste un sport qui peut, en fait, on peut vite avoir le sentiment de devenir meilleur, de prendre un peu trop de confiance un peu trop vite, Ouais. et du coup de vouloir franchir les étapes un peu trop vite. Et c'est à ce moment-là généralement qu'on se grille un peu les ailes. Ouais. Donc on prend le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. On va pas trop vite sur les pistes. Merci. Merci les gars. On prend le temps. Autant sur les pistes, on peut aller vite. Ouais. Mais c'est plutôt la difficulté à la limite. C'est-à-dire que on passe pas trop vite d'une piste bleue à une piste rouge, d'une Ouais. piste rouge à une piste Tranquille. noire. On fait les choses au fur et à mesure. Et puis, et je pense que c'est probablement l'essentiel. Après, quand on y va par étapes, on peut par contre, au fur et à mesure, on peut aller de plus en plus vite. Mais il faut juste, dans la difficulté des pistes, pas sauter les étapes, quoi. Bah voilà, si vous venez faire un peu de ski à Courchevel ou ailleurs, on saute pas les étapes. Allez, merci beaucoup. Bon, on change et on enchaîne. On change et on enchaîne. Alors, question Alexis, est-ce que vous arrive d'avoir peur sur le ski? Ça peut arriver, mais plutôt les pistes. C'est-à-dire qu'il y a des pistes qui vont faire plus peur que d'autres. Pardon. Si je prends l'exemple de Kitzbühel, Ouais. c'est une piste qui va relativement vite, qui est extrêmement connue aujourd'hui, la Schreif. Et sur cette piste-là, on passe très près des filets, à des très hautes vitesses. Donc on peut dépasser les 100, 110 km/h et être à quelques centimètres des filets. Donc ça veut dire qu'en cas de chute, on rentre extrêmement vite dans les filets de sécurité, sachant que nous, on n'est pas comme en Formule 1 avec un châssis tout autour de nous, un halo et carbone, etc. Nous, on n'a aucune protection en dehors d'une dorsale et d'un casque, en gros. Ce qui fait que la chute, elle ne pardonne pas, et donc c'est ça qui peut donner un peu de peur et d'appréhension en fonction des pistes essentiellement. La peur, elle est nécessaire ou elle inhibe? Elle est nécessaire. Je pense que c'est aussi l'un des moyens qui permet de ne pas être une tête brûlée, de ne pas faire des erreurs stupides, et en même temps d'être dans la bonne zone d'état psychologique avant de s'élancer dans une compétition. Après, il y a des disciplines où il ne va pas y avoir peur. On va peut-être parler plus à la limite de stress, mais pas vraiment de peur. Vous avez question de l'adrénaline. Elle est en vous, est-ce qu'il y a une recherche de ça? En fait, je pense que c'est le ski alpin. Le ski alpin procure de l'adrénaline, procure du plaisir. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on souhaite, c'est ça qu'on recherche. Et c'est pour ça qu'on y revient. Ouais. Donc c'est les sensations que le ski procure, et l'adrénaline est probablement la plus grosse de ces sensations-là. Et vous me dites, ouais, vous parlez presque de manière technique de la peur. Oui, il y a un filet. Oui, au fond de vous, est-ce que ça, elle a pu monter, vous avez pu l'apprendre différemment au fil des années, vous avez eu plus peur, moins peur, Oui, elle vous a porté, elle vous a complètement inhibé au point de ne pas pouvoir skier. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête? déjà au début, je pense qu'elle l'inhibe, c'est-à-dire au tout début de la carrière, elle a tendance à inhiber, c'est-à-dire à prendre une part un peu trop importante. Alors qu'au fur et à mesure, elle va
on va apprendre à l'appréhender, à la dompter, parce qu'en fait, le plus grand danger, la peur est importante, mais par contre, le plus grand danger, c'est de se faire dépasser par cette peur. Parce qu'au bout d'un moment, ça veut dire qu'on ne va plus être maître et acteur et décideur de ce qu'on fait, mais au contraire, on va subir, on va être en position attentiste, et là, c'est aussi la porte ouverte aux accidents. Donc, il faut savoir gérer tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça que généralement, quand on attaque, quand on va sur des pistes qui sont de plus en plus difficiles, on n'y va pas du jour au lendemain non plus. Là, on ne parle pas de pistes vertes et pistes bleues, on parle vraiment des pistes les plus engagées de la Coupe du Monde. Et donc on le fait par étapes, en progression, on apprend aussi à se connaître et ça c'est le sport de haut niveau finalement. Est-ce que ça peut empêcher de dormir quoi, la veille de faire Kitzbühel pour la première fois Oui, moi je me souviens, la première fois que j'ai fait Kitzbühel, c'était en Super G. J'étais dans mon lit et j'ai pas beaucoup dormi, ouais. Je me souviens parce que je connaissais pas la piste, je l'avais jamais vue encore, j'avais que entendu tout ce qu'on me disait. On me disait Kitzbühel c'est l'enfer. Kitzbühel, tu prépares tes bagages avant de quitter la chambre parce que de toute façon, c'est pas ton copain qui va faire les bagages quand tu vas aller à l'hôpital. En gros, que des histoires comme ça. Où les copains, bon, c'est un peu pour charrier, sauf qu'au bout d'un moment, on entend un gars qui nous dit ça, on entend un deuxième gars qui nous dit ça, et puis au bout d'un moment, ça commence un peu à rentrer, et puis on arrive à Kitzbühel, on est comme ça. Et la première nuit que j'ai fait avant de prendre le départ de Kitzbühel, je me souviens, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et après une chute, vous avez chuté en votre carrière. Après une chute violente, est-ce qu'il y a un travail à faire pour dépasser la peur? Il y a un travail à faire, alors pas en fonction de toutes les chutes, parce qu'il y a des chutes qui ne vont pas laisser de traces. Ouais. Par contre, il y a des chutes qui vont laisser des traces, oui. Il y a des chutes qui peuvent être ancrées, où on n'arrive plus derrière émotionnellement à les traiter, parce qu'elles vont laisser des traces, des douleurs, des séquelles. Et celles-là, il faut potentiellement se faire accompagner. Donc il y a différentes manières, hein, mais il faut pouvoir se faire accompagner pour pouvoir traiter ce trop-plein d'émotions qui peut finalement inhiber un peu l'athlète et son savoir. Il y a une question d'un travail sur la santé mentale. On en parle beaucoup dans la société, chez les skieurs, chez les sportifs et chez les skieurs. Oui. Il y a ça énormément. C'est-à-dire que si on prend mon exemple, moi j'ai été suivi par des préparateurs mentaux. S'il y a besoin, n'importe quel skieur peut voir aussi un psychologue. Certains athlètes justement ont des psychologues et des préparateurs mentaux. Derrière, il peut y avoir aussi, quand il y a des accidents, il y a des protocoles qui peuvent se mettre en place. Donc c'est-à-dire pour traiter les potentiels traumatismes. Ouais, exactement. Donc pas que les traumatismes physiques, mais aussi les traumatismes psychologiques. On est un sport quand même qui va très vite. Et donc on n'est pas comme en... J'ai pas envie de vulgariser ça, mais on n'est pas comme en ping-pong par exemple. Ouais. Où, les frères Lebrun vous embrassent. Ouais, je les salue. Ou par exemple, l'un des gros accidents qui peut intervenir, c'est peut-être se tordre une cheville ou éventuellement des tendinites au coude, etc. Mais ça ne va pas être tomber à 100 km/h ou plus après un saut, tomber et se faire extrêmement mal, ou derrière il y a des opérations, il y a 9, 10 mois, 12 mois d'immobilisation ou alors de convalescence qui laissent des traces potentiellement à vie, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'athlètes qui après opération ont des traces à vie. Et ces accidents-là, c'est un peu comme des accidents de voiture pour monsieur et madame tout le monde qui à très haute vitesse peuvent laisser des traces qui sont dramatiques sur le corps mais aussi sur l'esprit. Vous me disiez tout à l'heure que vous vous souveniez pas forcément de vos résultats quand on avait les médailles en bas. Est-ce que vous vous souvenez de vos chutes? Est-ce qu'une chute, quand vous voyez un filet qui arrive à toute vitesse ou une porte où elle est là, elle est ancrée et dans l'action, non. Dans l'action, non. Ouais. C'est-à-dire que oui, on va se souvenir de la chute. Surtout les chutes les plus traumatisantes qui ont laissé vraiment des traces. Là, on va s'en souvenir. On la revoit. Oui, on peut la revoir. Ouais. Et généralement, c'est bien de la revoir parce que ça veut dire qu'on est capable de l'appréhender. Les émotions, elles sont devenues neutres. Ouais. Donc, du coup, elles ne nous laissent plus de traces finalement. Et c'est plutôt bien dans ce sens-là. Et par contre, on s'en souviendra tout le temps parce que c'est quelque chose qui nous a marqué, un peu au fer rouge. Et on a soit les cicatrices, soit les on va dire les plâtres qui sont restés à la maison, quoi. Dernière question avant qu'on y aille. Il y a un skieur qui est décédé, un skieur français il y a quelques années, qui s'appelle David Poisson. Est-ce que ça donne du recul? C'était un coureur de l'équipe de France. Ça donne du recul, ça donne une autre vision et ça permet de voir ce qu'on fait de manière très différente. Oui, ça laisse forcément beaucoup d'humilité.
dans le sens où gagner c'est bien, c'est d'ailleurs l'objectif principal quand on est un sportif de haut niveau, mais quand on vit ce genre d'accident, forcément ça laisse des traces et ça nous permet de prendre beaucoup de recul sur aussi tout ce qu'on vit. Que la vie, elle tient à pas grand-chose, que ça peut basculer d'un côté et de l'autre très rapidement. David, c'est le dernier Français, mais il y a eu beaucoup d'exemples en Italie dernièrement où il y a eu des décès. L'année dernière, il y a eu 3 décès, par exemple, dans tout ce qui est fédération et club italien. Donc c'est énorme, c'est énorme. Aujourd'hui, on est un sport qui est encore trop traumatisant, finalement, j'ai envie de dire. Beaucoup trop traumatisant. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait encore des personnes et des athlètes qui décèdent de notre activité. Et donc ça donne d'une certaine manière envie d'en profiter, parce que la vie est trop courte pour pouvoir la gâcher d'une certaine manière. Mais en même temps, ça repose un peu les pieds sur terre en se disant bon, aujourd'hui, si j'ai loupé une course, il y a des choses bien pires. On y va ? On y va. Allez. Prends tout le matériel. Hop. Alexis, n'oubliez pas le masque. Et Oui. Qu'on n'oublie rien ? Non, qu'on n'oublie rien. Donc là, c'est vous qui nous emmenez à travers la station après le télécabine et les motoneiges. C'est ça. Ouais. Allez. Vous avez besoin d'aide? Non, c'est bon? Ça va aller. Bon là, on prend l'ascenseur quand même pour redescendre. On va prendre l'ascenseur. Ce sera plus simple. Dans tout ce dédale de couloir. Ce magnifique club des sports. Magnifique, ouais. Vous êtes... Pour la petite anecdote, ouais. Ça c'est la Jugend Cup, c'est les résultats de la Jugend Cup. La Jugend Cup, c'est une ouais. compétition qui est internationale, mais que certains clubs à l'international peuvent faire. D'accord. Dont Courchevel, c'est-à-dire qu'il y a Courchevel, ça se fait en Suisse, Oberstdorf en Allemagne, Schruns en Autriche et Madesimo en Italie. D'accord. Ces 5 clubs, ils peuvent bien sûr prendre parmi les meilleurs athlètes de leur génération dans leur pays. Ouais. Et ensuite, ils défendent leurs couleurs. Alors vous êtes de quelle année là? Oh, moi, je devrais être dans les années 2001, 2006, voilà, ouais. Pinturo Alexis. C'est ça, voilà. Ouais. Et après, on voit ceux, 2006, ceux qui sont surlignés, c'est ceux qui ont fait des podiums. Ceux qui sont en or, ceux qui ont fait de l'or. Moi, j'avais fait du coup 2e, on voit que je suis en argent. Ouais. Et c'est une compétition qui est quand même à un niveau assez élevé. Bon, dans votre carrière, parce qu'on a parlé donc de votre jeunesse, de votre début de carrière. Après, vous avez parlé du cœur de votre carrière. Vous êtes tombé sur un super champion. Sur un super champion qui s'appelle Marcel Hirscher. Ouais. Et j'en ai même connu 2 parce qu'à l'heure actuelle, alors même si c'est plus sur la fin de ma carrière, mais il y a Marco Odermatt aussi à l'heure actuelle qui est en train de battre beaucoup de records. Donc c'est 2 grands champions qui ont marqué un peu leur histoire. Ouais. Mais est-ce que Marcel Hirscher, qui a gagné 8 fois le Gros Globe de Cristal, 8 fois, est-ce que c'est une frustration d'être tombé contre lui? Vous dites parfois, qu'est-ce qu'aurait pu être ma carrière s'il n'avait pas été là? Pas vraiment. Non, jamais? Non, jamais. Au contraire, je trouve que ça a amené énormément de rivalité, ça a amené énormément de bien aussi à notre sport, parce qu'il a permis de tous nous tirer vers le haut, que ce soit lui, mais bien sûr aussi moi. Ça a permis d'avoir des courses qui étaient toujours aussi plus belles. Et puis, je fais partie de ces athlètes qui jugent que c'est bien plus beau de gagner dans l'adversité que quand c'est finalement un peu trop facile. Oui, mais j'entends parce que, in fine, vous avez réussi à remporter ce Gros Globe de Cristal, mais au bout de la 8e année derrière lui... Peut-être que si je ne l'avais pas gagné, ça aurait peut-être été un peu différent. Ouais. Après... Est-ce qu'il y a un moment où bon maintenant, j'essaie de vous remettre à l'époque, vous dites, c'est quoi la solution quoi? Comment faire? Alors, il y a envie d'une fin de saison de casser un mur, de se dire, mais comment je peux faire? Alors ça c'était la question
perpétuel. C'est-à-dire que, alors il est plus vieux que moi, il était de 2 ans mon aîné, donc c'est-à-dire qu'il a commencé déjà à gagner, moi j'arrivais pas vraiment encore sur le circuit. Donc il n'y a quand même pas eu, sur les 8 ans, il n'y a pas eu 8 ans où j'étais vraiment en confrontation directe avec lui, mais il y a quand même eu facilement 4 ans où j'étais en vraie confrontation directe avec lui. Et donc plusieurs fois où j'ai fini 2e. Et là forcément, on va passer à droite. Ouais, on passe là. Et là forcément, ça fait réfléchir. Parce que on a envie de trouver la solution. On a envie quand on est un compétiteur, on a envie de pouvoir gagner, on a envie de pouvoir être celui qui finit premier. Et au bout d'un moment, quand on est 2e, c'est sûr qu'on se pose cette fameuse question de comment faire. Ouais. Et la solution ? La solution, ça a été surtout d'en partir en Autriche. Ouais, alors ça, c'est intéressant. Vous avez quitté le cercle. Le cercle fédéral. Ouais. Alors, j'ai toujours été dans le cercle de la Fédération française de ski, mais plus dans une équipe un peu privée, donc détachée de vraiment le groupe classique de la Fédération française. C'est celle-là, là, l'Audi. Alors, est-ce qu'on a la place pour mettre les skis ? Normalement, oui. Oui. Bon, il y aura un peu de neige, hein, mais vous êtes habitué. Oui. C'est pas un problème. Ça vous gêne pas trop la neige, globalement ? Non. Je vous laisse conduire, et puis moi je passe derrière et Julien se met à côté de vous. Allez, c'est et parti. j'ai quand même plein de questions, bon ce sera des questions, je serai dans votre dos quoi. Très bien. On fait l'inverse de la motoneige. Hop là, faut que j'enlève cette enveloppe. Julien, ça marche ? Tu rentres, vous rentrez Julien ? Sinon je peux reculer rapidement pour un peu plus de place. Ça y est, on y est. On reste dans un parking donc. Alors tiens, par exemple, vous qui évidemment êtes un pilote sur les skis, est-ce qu'on est aussi un peu un pilote dans la vie ? Et dans une voiture ? Ah, ça faut demander à Lucho ça. Oui, Luc Alphand. Luc Alphand, exactement. Qui lui a gagné le même globe de cristal que vous, la Coupe du Monde et le Paris-Dakar. Exactement. Ouais. Donc, alors pour les jeunes générations, maintenant il est commentateur, mais ouais. Oui, c'est vrai. mais Lucho, il a très bien réussi. Je pense qu'en fait, il y a surtout un gros avantage, c'est la lecture des trajectoires et des distances. Ça, c'est probablement ce qu'on sait faire. On sait même très bien faire. Ouais, c'est bon, il y a de la place. Ouais, donc vous me disiez que vous êtes parti skier dans un autre pays, en Autriche. En gros, sur les terres d'Hirscher, quoi. Oui, en fait, c'est à plein de raisons. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est le pays de Marcel, au contraire, ça n'avait rien à voir. C'est parce que là-bas, il y a énormément de facilité d'entraînement. Ouais. Il y a énormément de savoir-faire aussi dans la préparation des pistes. Un bien plus grand savoir-faire que ce qu'on peut avoir dans presque tous les autres pays. Ah, la ceinture. Ah, la ceinture. Julien, la ceinture, je l'attache. Hop, et là, attends. Ah, trop de technologie. Bah ouais, trop de technologie. mais il y en a maintenant dans le ski, il y a les airbags et tout. Oui, il y en a, c'est bien, ça arrive, c'est important. En fait, c'est ce qu'on disait, la sécurité elle a très peu évolué, donc c'est quand même important qu'on puisse avoir une sécurité qui augmente. En Formule 1, justement, on a fait un peu la comparaison. À l'époque, ils avaient beaucoup de morts. Ouais. Aujourd'hui, ils n'en ont plus aucun. On se souvient tous de l'accident de Grosjean. Ouais. Grosjean qui vient s'empaler dans une glissière de sécurité, la voiture elle est coupée en deux, il ressort, il est indemne. La main brûlée, oui, mais parce qu'on s'imaginait même qu'il était mort presque. Et il a fini juste avec une main brûlée. Donc c'est extraordinaire aujourd'hui les évolutions qu'ils ont fait. Mais nous, on en est encore très loin, il faut pouvoir s'en inspirer, c'est plus difficile, il n'y a pas de châssis, mais il faut pouvoir améliorer quand même, malgré tout. Julien, est-ce qu'on arrive à tourner la caméra et à filmer quand même Courchevel en plein hiver ? Enfin, là,
des milliers de gens qui aimeraient passer leurs vacances ici, quoi. Et pour en revenir du coup à l'Autriche et finir là-dessus, en fait, il y a aussi que c'est extrêmement central. Donc quand on se déplace à travers l'Europe et à travers le monde, et surtout l'Europe, l'Autriche c'est très central par rapport à toutes les compétitions qu'on peut avoir. Ce qui fait que c'est une logistique qui est beaucoup plus facile. Ouais. C'est des sites d'entraînement qui sont de bien meilleure qualité. Et tout ça mis bout à bout, ça permet d'économiser du temps, d'avoir des entraînements qui sont mieux. Et à la fin, une performance qui est forcément accrue. Là, on voit des belles structures en glace de l'autre côté. Donc là, on est dans c'est ici le Courchevel très chic. C'est ici le Courchevel chic, oui. Ouais. Donc on voit, il y a pas mal de boutiques qui sont relativement connues à l'international. Ouais. Oui, c'est les mêmes boutiques qu'il y a par exemple à Paris, rue de la Paix, quoi. Exactement. Ouais, c'est un peu ça. Après, c'est aussi parce qu'ici, c'est le village le plus haut, donc avec l'accès direct aux pistes de n'importe où. Ouais. Donc vous êtes parti en Autriche et là, vous avez senti une différence? Les résultats qui changent? Oui, une constance surtout, c'est-à-dire que quand on est moins fatigué, que la logistique elle est meilleure, que... Mais ça demande un investissement même financier beaucoup plus élevé. Ah oui, parce que j'ai dû forcément mettre de ma poche, parce que la Fédération française de ski, elle était prête à accepter que je puisse m'entraîner avec un groupe un peu plus individualisé, mais par contre, elle n'était pas prête à accepter financièrement tout ce que ça engendrait. Donc, il y avait 7 personnes, quand j'étais seul, il y avait 7 personnes autour de moi. Et sur les 7 personnes, il y a une seule personne qui était prise en charge par la Fédération française. Okay. Et d'ailleurs, ça gagne bien sa vie, un skieur? Les meilleurs, oui, gagnent bien leur vie. Ouais. Mais il faut être parmi les meilleurs et surtout longtemps. Parce que si c'est qu'une saison, en fait, ça a très peu d'impact. On va avoir, oui, des plus hauts price money, c'est-à-dire si on C'est-à-dire, par exemple, gagner la plus grande course au monde à Kitzbühel, par exemple, on gagne combien? Kitzbühel, c'est celle qui est largement le mieux payée. Ouais. Et le vainqueur de Kitzbühel, il va prendre aux alentours des 80 000 euros. Mais c'est plus du double, c'est même presque le triple par rapport à toutes les autres compétitions. Ah, ok. Ouais. Et ça, c'est donc que pour le premier. Et après, bien sûr, c'est extrêmement dégressif. Et il n'y a que les 30 premiers qui ont un price money. Sachant que le 30e prend 500 euros. Ouais, ok. Donc, c'est pas grand-chose. Ça ne permet pas du tout de vivre, en tout cas quand on est dans les 30. Ouais, c'est vraiment que quand on commence à faire des podiums, que là, on peut commencer à vivre correctement et plutôt même confortablement. On parlait tout à l'heure du danger et de l'adrénaline, ce que vous ressentez au fond de vous. On le disait tout à l'heure, vous êtes devenu papa, est-ce que ça change les choses, ça? Ou non? On reste un sportif, un champion et on court pour gagner? Moi, ça ne m'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que ça ne m'a pas changé du tout ma perception de est-ce que j'ai envie de prendre toujours autant de risques, par exemple? Ouais, non. Est-ce que je vais y arriver à le faire, sachant que j'ai un petit ou une petite à la maison? Moi, ça ne m'a pas du tout changé. Par contre, ce qui m'a changé, c'est l'envie de vouloir rentrer à la maison. Ouais, plus souvent. C'est-à-dire, avant, quand je partais 3 semaines, 1 mois, j'étais content, bien sûr, de rentrer, de revoir ma famille, revoir ma femme, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand il y a un enfant qui est petit, qui est en bas âge, et surtout, autant la première année, ça va. Ouais. Mais quand il commence à comprendre que papa s'en va, là, ça devient un peu plus un pincement au cœur. De se dire, parce que ça leur fait de la peine, en fait, aux enfants. Et donc, c'est plus ça qui va être, avec le temps, qui, moi, en tout cas, m'impacte. Vous avez eu, depuis, après d'immenses résultats, et on va voir en haut, là où on va, techniquement ce que ça a donné, parce que vous avez beaucoup de trophées. Vous avez eu des blessures, beaucoup de blessures. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, ces blessures, elles arrivent parce que votre corps sait que vous avez réussi et que vous avez gagné? Pour ma part, oui, je pense. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées à un moment de ma carrière où...
Parce que vous n'avez pas eu de blessure pendant presque 10 ans, ou très peu. En fait, j'ai jamais été blessé jusqu'à les 2 dernières années. J'ai été blessé, oui, mais rien qui m'a écarté du circuit pendant très longtemps. J'ai eu beaucoup de fractures, mais c'est les fractures dans le ski alpin, c'est des choses qu'on a presque tout le temps, surtout dans les mains, les poignets, les avant-bras. Ça, c'est des choses qui arrivent beaucoup, mais qui ne nous empêchent pas vraiment de skier. Par contre, là où j'ai commencé à être beaucoup blessé, et surtout gravement, c'est au moment où j'ai moins trouvé de motivation dans ce que je faisais. Ouais. J'ai plus trouvé un peu la cerise ou la carotte. La carotte qui me permettait de qu'il y a une forme d'accomplissement, quoi. Ça y est, je l'ai fait. Bah, il y a eu cette forme d'accomplissement, mais il n'y a pas eu que ça. C'est-à-dire que quand j'ai gagné le Gros Globe, oui, il y a eu une forme d'accomplissement. Général de la Coupe du Monde. Exactement. Que seuls 3 Français ont fait, Jean-Claude Killy, Luc Alphand dont on a parlé, et vous. Exactement. Et par contre, la grande difficulté, c'est derrière de retrouver des motivations. Pour moi, j'avais encore une motivation qui était extrêmement importante, ça a été les championnats du monde de Courchevel, qui étaient en 2023. Et ceux-là, forcément, étant donné qu'ils étaient à la maison, j'avais vraiment à cœur d'être performant. Donc là, j'ai réussi à être extrêmement performant. Je pense que j'ai du coup atteint un objectif qui était pour moi décisif. Mais c'est après ça, où derrière, il y a eu une forme de c'est peut-être terminé, ou en tout cas je retrouve moins mon compte dans ce que je veux faire ensuite. Et à ce moment-là, j'ai voulu provoquer un peu le destin en essayant d'aller sur la vitesse et notamment la descente pour trouver un nouveau souffle. La descente étant la seule discipline où je n'avais encore jamais gagné. Et en faisant ça, derrière, je me suis dit, ça va me permettre de trouver une nouvelle motivation. Et en fin de compte, c'est quelque chose que j'ai fait, qui m'a certes aidé, mais ça n'a pas été suffisant pour, je pense, trouver cette nouvelle source d'inspiration, de motivation et me permettre de me réinventer. Et votre corps a lâché. Et mon corps a lâché. Mais je pense que c'est plutôt mon esprit qui a lâché et donc mon corps a lâché. Ouais. On sort ? On sort. Ah, j'ai comment on dit, la protection enfant, quoi. La fermeture enfant. Ah oui, ouais. Merci, bonsoir. Hop, Julien, on se retrouve dehors. Merci, c'est bon. Ouais. On va s'en occuper du reste. Merci beaucoup. Oui, attention, Julien, c'est glissant. Bon alors ici, c'est là où vous avez grandi. Là, exactement. Ouais. On est à l'hôtel Annapurna, là où j'ai grandi. Attention. Le fameux hôtel où... on va passer à gauche peut-être là. Le fameux hôtel où j'ai grandi dedans, où c'était mon chez-soi, enfin mon chez-moi du coup, mais en même temps l'hôtel de famille. Ah oui, c'est beau, hein. C'est beau, oui. C'est très beau. Alors des skis dans l'entrée. Pour la petite anecdote, des skis des Jeux Olympiques. Donc là, ils ont été designés, enfin c'est quoi, un artiste ? Designés par un artiste. Ça, c'est mes skis des Jeux Olympiques, donc là, de Pyeongchang. Donc quand je fais 3e. D'accord. Et ça, c'est mes skis de slalom aussi de Pyeongchang, justement. D'accord. Où j'ai fait 2e aux Jeux Olympiques. Et alors là, ici ? Là, on a Sochi 2014. En fait, là, on a affiché que des trophées ou des dossards qui ont été relativement importants dans ma carrière. Donc, en termes de résultats surtout, mais aussi des étapes particulières. Donc là, c'est que des médailles au JO. Et là, on arrive sur la... Donc c'est ça, vitrine. C'est ça le Graal, ce après quoi vous avez couru toute votre carrière. Exactement. Alors là, ça c'est le Gros Globe. Ah, ils sont pas tous là d'ailleurs. Là, ça c'est le Gros Globe, celui qui récompense le meilleur skieur de la saison au général, donc sur toutes les disciplines confondues. Et ça, c'est des petits globes qui récompensent le meilleur d'une discipline. Donc là, on voit combiné nordique, là on voit combiné nordique, combiné alpin, là on voit slalom géant. Et après, il y a encore d'autres globes qu'on a exposés, mais au Club des Sports, justement. Ok. Et alors, il y a dans votre carrière un moment important, parce que celui-là, il est de 2020-2021. Oui.
L'année d'avant, c'était le Covid. Oui, Et vous étiez en course pour le gagner. c'est vrai. Et le Covid a tout arrêté. C'est ça. 3 courses de la fin, 4 courses. 3 courses, un peu plus, parce qu'il y avait les disciplines de vitesse, etc. Donc 6 courses de la fin. Et vous étiez en retard au classement général, de Ouais. très peu. Ouais. Mais les dernières disciplines qui vous restaient, vous étiez favorable. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il restait 2 disciplines de vitesse, Ouais. qui étaient à l'avantage du coup de mon concurrent direct pour aller chercher ce gros globe. Et il restait 4 courses techniques, donc qui étaient à mon avantage. Tout s'est arrêté. Et tout s'est Ce jour-là. arrêté. Et alors, on le rappelle, c'est avant, donc Marcel Hirscher n'est plus là, vous arrivez à être dans la course et ça se refuse encore à vous. Vous vous souvenez de votre état d'esprit ce jour-là? Là, il y avait un peu de dépit, hein, forcément, parce que je skiais bien, j'étais bien. D'ailleurs, si on arrêtait le week-end d'avant, donc un week-end pair, j'étais en avance. Et en fin de compte, j'ai fini en retard parce qu'on a fini dans un week-end où il n'y avait plus de parité entre les disciplines techniques et les disciplines de vitesse. Mais après, c'est quelque chose qui nous dépassait tellement tous. Le Covid, ça a arrêté tout d'un coup. Vous dites ça pour avec tout le monde. philosophie là, mais à l'époque. En fait, je l'ai très vite relativisé parce que je pouvais rien faire d'autre. C'est quelque chose que j'ai pas jamais pu maîtriser. Là, pour le coup, ça a été un peu un coup du sort, quelque chose qui a été complètement contre ma volonté, mais aussi la volonté de tout le monde, en fin de compte. Ici, il y a des médailles olympiques. Oui, En gros, il manque qu'une seule chose dans votre palmarès et dans tout ce qu'on a vu. exact. Une en or. C'est ça. Il y a une chance là. Il y a une chance, ouais. Il y a une chance avec les Jeux Olympiques de Bormio. Une chance qui est quand même très difficile, il faut le dire, à aller chercher. Parce que je reviens de blessure, que je dois faire en un temps très court. Tout ce que beaucoup d'athlètes font sur plusieurs années. Donc je dois reconstruire tout ce qui a été lié à ma blessure et en même temps rattraper le retard que j'ai accumulé à cause de mes blessures. Donc ça reste l'objectif. Ça reste l'objectif bien sûr de cette saison. On parlait d'une carotte tout à l'heure. Celle-là, elle est Et ça, belle, quand même. c'est une belle carotte. Ouais. C'est une belle carotte. On va manger. On va manger. Par où on passe? On va passer par là-bas. Et là-bas, si vous voulez, rapidement, là-bas, il y a les trophées. C'est les trophées de Coupe du Monde cette fois, par contre. Ah ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils ne sont pas tous. Il y en a une autre au peuplier en bas. Il y en a des fois un peu en décoration aussi. Ah, c'est magnifique. Ah, vous êtes chez vous ici. Bonsoir. Bonsoir. Et donc là, on va aller dehors. Ouais. On va aller s'installer, parce que j'ai encore quelques questions pour vous. On va aller s'installer d'abord. Ouais. Là, c'est le restaurant. Ça, c'est le restaurant. On est passé par le bar. Ouais. Au tout début, c'était la réception. Et là, on a un petit coin sympa. Magnifique. Pour nous, cosy. Ouais, cosy. Bon, on retourne dans le froid quand même. Ouais, mais on peut pas tout avoir. Ouais, c'est ça. La piscine. On La peut s'y piscine. baigner à cette période-là ou pas? On peut s'y baigner, ouais, Ah bien ouais. sûr. Ouais. Bon bah alors peut-être qu'à la fin Alexis sautera. Non, faut quand même pas faire de bêtises, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Bon, après, Thibaut, si vous venez avec moi, on peut y aller. Ouais, mais moi j'ai peur de rien, mais moi j'ai pas les Jeux Olympiques qui arrivent. Je vous laisse vous installer d'un côté. D'un côté, peu importe. Hop. Bon, pour l'instant il n'y a pas encore la. Il n'y a la pas fondue. encore. Non, il n'y a pas encore. C'est bien quand même. Ça la montagne. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ah, et puis on a un verre de. Je sais pas si c'est de l'alcool. Faut pas le dire à la télé. C'est du jus de raisin de Savoie. On dirait. Ouais. Oui, c'est du jus de raisin. Alors tiens, justement, vous, est-ce que vous avez le droit de boire de l'alcool? Oui, on a le droit, oui, bien sûr. On a Non, le mais droit. parce qu'il y a des sports où ça fait des polémiques dingues. On boit un peu un verre, un truc. Non, nous, on a le droit. Ah, Après... le skieur picole, quoi. Non, il picole pas non plus. Mais en fait, c'est comme tout. Il y a des moments où on peut, il y a des moments où c'est pas pertinent du tout. Et après, il faut quand même pas oublier qu'il faut savoir vivre aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de restrictions et de pouvoir faire la fête de temps en temps, c'est quand même un bon moyen de décompression. C'est pas uniquement pour les gens qui travaillent, c'est aussi pour les athlètes. Des fois, c'est des bons moments de décompression, mais il faut pas le faire n'importe quand, il faut pas le faire à outrance non plus. Bon, les Jeux Olympiques. Vous allez vous aligner uniquement sur le géant. Oui. Ouais. Aujourd'hui, vous n'êtes pas, dans l'absolu, là, l'un des favoris. Non.
Qu'est-ce qui fait que vous pouvez le faire? Parce que j'imagine qu'il y a une forme d'auto-persuasion. On va se dire, bah ok, là, pour l'instant, je ne suis pas dans les clous, mais je le serai. Il y a la grande particularité de ce genre d'événement, c'est que c'est une course d'un jour. Les courses d'un jour, c'est des courses où tout peut se passer. C'est-à-dire que les favoris de la veille ne sont pas du tout forcément les vainqueurs de la compétition. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est probablement aussi une certaine forme de connaissance de soi. Donc je sais au fond ce que je suis capable de faire. Maintenant, il faut arriver à l'imbriquer au bon moment et sur ce genre d'événement notamment. Est-ce que ça peut être une obsession, un truc qui vous ronge? Parce qu'on en a beaucoup parlé de cette envie d'y arriver sur le gros globe. Une obsession tellement prenante qu'elle vous ronge, qu'elle vous pourrit la vie, que vous n'arrivez plus à prendre de plaisir dans tout le reste parce que vous pensez qu'à ça. Le titre olympique ou... Non, à partir de maintenant, ça ne le sera plus. Autant je pense que ça aurait été peut-être très différent si je n'avais pas gagné les championnats du monde, si je n'avais pas gagné de médaille aux Jeux olympiques, si je n'avais pas eu de gros globes. Probablement que oui, d'avoir une médaille d'or, ou d'avoir ce fameux gros globe, là ça aurait été quelque chose d'extrêmement particulier. Mais est-ce qu'on pourrait en être désagréable avec sa femme, quoi, dire ou avec sa famille, ou avec ses... Je pense que j'ai pu être désagréable à certains moments quand il y avait des courses qui fonctionnaient pas comme je le voulais, quand il y avait potentiellement des gros globes qui me passaient sous le nez. Là oui, je pense qu'il y avait des moments et des courses où c'était clairement pas agréable du tout. Par contre, c'est pas non plus arrivé une grande partie du temps ou une majeure partie du temps. Bon, il y a une date, c'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. C'est le jour du géant olympique. Pour la petite histoire, je ne savais même pas que c'était le 14 février. C'est le 14 donc février. Là, je viens de l'apprendre. Donc c'est quand même une anecdote assez sympa. Donc preuve en est que vous n'êtes pas non plus complètement obsédé par la date cochée dans un agenda. Non. Qu'est-ce qu'il faudra faire là, si vous y êtes, pour vous dire, ok, je mets tout en place. La course parfaite, c'est quoi? De haut en bas sur 2 manches. La course parfaite, c'est celle qui permet d'aller gagner le titre olympique. Ouais. En fait, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Peu importe comment, parce que dans notre sport, c'est la grande particularité, c'est pas comment, c'est combien. C'est-à-dire à quelle vitesse, combien le temps on va mettre. La réalité, c'est que il faut pouvoir être engagé, il faut pouvoir être vraiment déterminé à fond, il faut ne pas commettre de fautes, il faut arriver, je pense, à être aussi malléable, parce qu'à Bormio, on est sur des conditions d'altitude qui sont relativement basses. Donc on peut avoir des neiges qui peuvent être très différentes d'une première manche à l'autre. Et donc il faut aussi avoir ça en tête. Donc ça va être tout l'enjeu, l'adaptabilité, la réactivité aussi de cette compétition. Il y a une part de chance? Ou ça n'existe pas en sport? Il y a toujours une part de chance, surtout sur les courses d'un jour. Coup de pouce. En fait, c'est ça la beauté des gros globes, c'est que le meilleur est toujours récompensé à la fin. Oui, sauf quand il y a le Covid. Parfois, exactement. Il y a quand même un peu de chance. Il peut y avoir. Mais les Jeux Olympiques et les grands événements, il peut y avoir un coup de chance. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on dit c'est des courses d'un jour et parfois c'est pas du tout les favoris qui gagnent et qui sont titrés. C'est parce que sur ces épreuves-là, il peut y avoir un coup de chance où il peut y avoir un athlète qui arrive à on va dire, mettre ensemble tous ces petits ingrédients pour être plus performant que tous les autres et combiner éventuellement un peu de chance et un peu de réussite pour pouvoir aller chercher l'or olympique. Donc ça c'est quand même la beauté aussi, parce que ça reste du coup ce qui est beau sur ces épreuves-là, c'est qu'il y a un facteur incontrôlable, incalculable de ces grands événements. Ah, je crois que ça y est. Notre fondu apporté par notre chef Jean-Rémy Caillon. Merci. Alors, Jean-Rémy est quand même étoilé, il faut le signaler. C'est notre chef étoilé chez nous. Parfait. C'est fin, j'espère. Bah ouais, là, on crève la dalle, on va pas se mentir. C'est gentil. Donc là, fondu, vous connaissez le mode d'emploi.
Ah oui, en touille. ça va aller. Sinon, elle va ficher. Thibaut est parisien d'adoption uniquement, donc ça va. Ça va, il vient de chez nous sinon. Bon, alors, Alexis, je vous sers un peu de... Ah oui, là, On Il a... faut faire de la place. Magnifique. Alors on va mettre le pain par Mais alors là. attendez, vous êtes un champion de haut niveau, on mange fondu et on boit de l'alcool. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Le titre olympique, Alexis. Ouais, pas d'excès. On a dit ça va, ah pas oui, trop. d'accord, tout va bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, alors, un peu de salade? Un peu de salade. Ouais, non, ça a pas l'air de vous intéresser la salade. Si, mais plutôt à la fin ou sur le côté. Ah ouais, sur le côté. Voilà. Hop, un peu comme ça. Bon, ça va aller, je reprendrai après. Ouais. Et puis on y va sur la fondue alors. On y va sur la fondue. Allez. Patate. Ouais, patate. Quand même. Hein. Patate. Hop, et puis je vous laisse un peu de pain. On attaque le pain. Voilà. C'est parfait. On échange. Voilà. Merci. Et puis fondu. Ah, pas mal. Hein. Ouais, franchement, en même temps, oui. Là, c'est difficile de faire mieux. Donc on y va en touille. Ah bah oui. Il y a un gage, c'est quoi? C'est la piscine? Ça met le coup de pression. Ouais, c'est vrai. Je commence. Joueur. Là, c'est bon, il a l'air d'être bien accroché. Magnifique. Regardez ça. Hop là, elle coule, elle est parfaite. Bon, Alexis. Charcuterie. Bon, après. Ouais. Hop, j'y vais. Attention, ça doit être chaud. Hein. Ma première fondue de l'année. Ouais. Parce que sinon, la dernière. C'est très diète. Probablement. Ouais. Et par exemple, là, sur les fêtes de Noël, vous faites comment? Vous faites attention ou pas? Oui. Moi, Par exemple, est-ce que vous vous couchez après minuit le 31 quand même? Rarement, très rarement. C'est-à-dire que là, probablement, cette année, oui. D'accord. Parce que on va être en famille et donc on en profitera. Mais surtout, ma prochaine compétition, elle sera le 12 janvier. Habituellement, je n'avais jamais ce temps. Et du coup, j'étais jamais au-delà de, je pense, 10 heures au lit. Au Nouvel An. Est-ce que vous serez encore sur les skis l'année prochaine? La fameuse question que moi-même, je ne suis pas capable de répondre. C'est-à-dire que je me laisse du temps de réflexion, du temps de voir aussi comment ça se passe. Quelle est la motivation, quelle est l'envie. Parce qu'un retour de blessure, ça demande beaucoup d'énergie quand même. J'imagine. Ouais. De revenir de tout, pour faire tous ces efforts, de revenir d'aussi loin. Ça demande beaucoup de temps, de sacrifice à nouveau. Et peut-être même plus de sacrifice, parce qu'on revient de plus loin d'une certaine manière. Et donc, forcément, quand on fait tous ces efforts, on n'a pas envie de les faire que pour quelques mois. On a envie peut-être que ça dure un peu plus, mais ça va dépendre forcément de est-ce que je continue à m'amuser. Quand on est mis 2 ans sur le carreau et qu'on revient, on a cette flamme qui revient aussi. C'est quand même l'avantage malgré tout dans tout ça. Mais est-ce qu'elle va rester longtemps? Est-ce que les résultats aussi vont être suffisants? Est-ce que je vais me retrouver dans tout ça? Et est-ce que si les choses s'imbriquent, je vais vouloir faire une année de plus? Honnêtement, vous ne savez pas. Ce qui est sûr, c'est que je ferai une saison, 2 au maximum. Donc cette année, l'année olympique, peut-être encore une saison de plus. Mais derrière, ça s'arrêtera, ça c'est sûr. Parce que vous n'êtes pas si vieux à l'échelle du ski. Il y a plein de plus vieux, oui. Et si on prend l'exemple, par exemple, d'un Johan Claret, qui a été, je pense, l'un des plus vieux médaillés olympiques et qui est français. Il a arrêté à 41 ans et il a été performant jusqu'à cet âge-là. Donc, je pense que ça peut donner l'envie. Mais je suis aussi arrivé très jeune et je pense que la carrière d'un sportif de haut niveau, c'est un peu comme un sablier. Le sablier, on le retourne et le sable, il remonte jamais en haut. C'est juste que le sable, il peut couler plus ou moins vite en fonction de l'effort psychologique, en fonction de l'implication mentale, en fonction de l'effort physique qu'on met. Il peut s'écouler plus ou moins vite. En fonction des blessures, parfois il va s'écouler moins vite aussi parce que du coup, on recharge un peu plus les batteries psychologiques. Mais le sable coule toujours. Et quand on arrive à 0, c'est le moment de tourner la page. Je vous demande de vous projeter alors. Bon, d'abord, il y a le titre olympique, évidemment. Allez chercher. Et je vous le souhaite, et j'imagine que vous le souhaitez. Et après, vous ferez quoi? Vous savez ou pas?
Vous serez dans l'hôtellerie, dans le ski, dans l'engagement sportif et politique. Là non plus, vous n'avez pas envie de vous poser la question parce que vous ne savez pas. Je me suis beaucoup posé cette question parce que quand je me suis blessé, ça fait partie de toutes ces questions. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Si j'arrête, qu'est-ce que je fais? Ce qui est sûr, c'est que si j'arrête, je serai probablement plus dans un milieu entrepreneurial. D'accord. Donc vous allez sans doute disparaître de la circulation médiatique. Certainement. Vous ne ferez pas comme Martin Fourcade ou Tony Estanguet qui... non. Pas du tout. Ouais. Je me vois... Ou Calfan ou d'autres qui sont restés au centre de... Pas du tout, oui. Alors après, peut-être que je serai appelé en pointillé pour faire certaines choses et peut-être que ça aura du sens. Je pense exactement aux Jeux Olympiques de 2030. Si forcément il y a des journalistes qui me demandent d'intervenir, je pense que j'interviendrai. Mais au moment où ça aura du sens, et si on me demande, mais je ne ferai jamais la démarche, moi, d'aller dans un monde politique, et je ne ferai jamais la démarche, moi, de rester, je pense, dans un milieu médiatique, en tant que commentateur ou en tant que... Enfin, à la télé ou à la radio, par exemple. Je me vois pas forcément épanoui là-dedans. Et le ski, ça voudrait dire qu'il y en aurait quasiment plus. Au contraire, parce qu'en fonction du milieu où j'évoluerai, il pourrait y en avoir peut-être tout autant, alors peut-être pas autant, mais encore beaucoup. Ah, donc je pourrais trouver une entreprise qui tourne autour du ski. Rien que par exemple, si je reviens un peu dans le cercle familial et que je travaille dans le cercle familial, automatiquement je serai à Courchevel, donc je serai à la neige. Mais si je suis dans un milieu entrepreneurial aussi dans la région, forcément, c'est pas très loin non plus des stations de ski. Ouais. Bon, on n'y pense pas pour l'instant. On n'y pense pas pour l'instant, effectivement. Merci Alexis. Merci de nous avoir emmenés à travers votre Courchevel. Bon, nous on continue la fondue. On l'arrête pas. Surtout. Julien, merci à vous. Tourne la caméra et puis tu reviens la goûter avec nous. C'est vrai qu'elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Alors le plat est un peu froid, du coup ça refroidit vite. Mais... oui, là c'est vrai qu'on est un peu à l'air frais quoi. Mais on est bien, on n'est pas si, il fait pas si froid non plus. On est bien.